tout d'abord, un grand merci d'avoir été patient. Désolé de ce contretemps. L'abbé Saunière n'est vraiment pas content, il nous a envoyé de la flotte. Ça m'étonne pas de lui, déjà qu'il y a beaucoup de controverses autour. Donc là, ça continue. En tous les cas, merci à vous tous. Merci à certaines personnes qui sont venues de très très loin. Merci Stuart Urban, je sais que tu viens de Londres exprès pour ça. Merci. Merci à nos amis Dominique Cordier et toute sa famille qui est réunie. Dominique Baron, je cite Michel, Claude Corré et Jean-Paul, bon, des personnes qui nous sont chères, et vous tous qui êtes présents et d'avoir attendu. Je vais passer tout de suite la parole à Fanny, et après on laissera la parole à Jacques qui n'en peut plus d'attendre. Donc, je continue sur Geoffroy. Je voudrais remercier surtout Marie et Gérald de Rigaud qui nous accueillent dans cette belle salle de Visigoth, dans leur château, à Rennes-le-Château. Merci à eux, parce que grâce à on sauve un peu ce procès insolite. Voilà, alors on va essayer pendant 2 jours, on va essayer de vous entraîner dans un voyage insolite grâce à l'abbé Saunière, qui est un héros insolite, une star, on sait pas, 700 livres d'écrits sur lui, c'est énorme. Quand je dis je crois que c'est le seul au monde qui a eu 700 livres d'écrits, on m'a dit non. Il y a Bonaparte aussi. Voilà. Donc, le maire, monsieur Alexandre Pinco, en mois de septembre 2016, nous a dit, écoutez, c'est le centenaire de l'abbé Saunière, faites quelque chose, de la mort de l'abbé Saunière, ce serait bien de faire quelque chose autour de lui, ainsi que la communauté des communes. C'est pour ça qu'on a un petit peu réfléchi, on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire, nous, le Festival du film insolite? On n'est pas des écrivains, on n'est pas des livres, donc grâce à notre ami Jacques et notre parrain Jacques Pradel, on a trouvé une idée de faire un procès avec des témoins experts, et mélanger auteurs, réalisateurs et même acteurs. Puisque nous avons Laura Favilli ce soir, qui incarne Marie de Narnaud dans L'Or du Diable de Jean-Pierre Fournier. Voilà. Je vous souhaite... Je voulais remercier Madame la sous-préfète, c'est la 2e année que vous venez. Merci d'être présente. J'espère que vous ne nous arrêterez pas à la sortie et que tout se passera bien. En tout cas, merci de votre présence. Merci beaucoup. Jacques, c'est à toi. Le procès est ouvert. Bon, alors je vous préviens tout de suite, j'ai pas de montre, ça peut durer longtemps. D'abord, je suis ravi de me retrouver à nouveau dans ces lieux, en fait, dans ce village de Rennes-le-Château. Je crois que jusqu'à l'année dernière, quand j'avais été invité par Fanny Bastien et Geoffroy Thibault à venir ici assister à la 2e édition du Festival du film insolite, en fait, j'avais déjà à l'époque raconté une bonne dizaine de fois à la radio, à la télévision, notamment l'histoire de l'abbé Saunière. Enfin, j'avais raconté. Non, j'avais invité un certain nombre de spécialistes, de chercheurs, d'historiens, de gens qui étaient, comme moi, fascinés par ce qui s'est certainement passé ici et qui continue à se passer. Parce que ce qui est formidable dans les mystères, Alain Decaux, avec qui j'ai beaucoup travaillé à la radio il y a de nombreuses années, avait l'habitude, en parlant d'une affaire un peu mystérieuse dans l'histoire, de dire, voilà, l'énigme est résolue, mais le mystère continue. Et je crois que ça s'applique complètement à l'histoire de Rennes-le-Château et de l'abbé Saunière. J'ai vu en arrivant en voiture un panneau sur la route qui dit « Ici, le temps s'arrête, ici commence le rêve ». Alors, on va pas être dans le rêve, on va être dans la réalité pendant un certain temps, ensemble, à travers, non pas une parodie de procès criminel. On s'est rencontrés pour parler de ce qui allait se passer dans l'édition 2017, et au cours de cette rencontre, évidemment, comme je présente l'heure du crime tous les jours sur RTL, je leur ai dit à tous les deux, mais pourquoi vous n'organisez pas le procès de l'abbé Saunière? Parce que finalement, qu'est-ce que c'est qu'un procès? Un procès, ça n'est pas uniquement un procès criminel. Alors, le procès de cour d'assises, évidemment, ça sont des affaires où il y a eu mort d'homme, si j'ose dire. Et dans l'histoire de Rennes-le-Château, il y a eu mort d'homme. Il y a eu un certain abbé Gélis, dont nous allons certainement beaucoup parler avec mes invités tout à l'heure, un curé à quelques kilomètres d'ici, qu'on retrouve assassiné dans des circonstances très étranges, pas de témoins. On a à moitié fracassé le crâne de ce malheureux, mais
On a certainement maquillé la scène de crime en le mettant dans la position du gisant. L'assassin est parti sans rien voler dans la maison. Qu'est-ce qu'il cherchait? Enfin, bon, bref, il y aurait tous les ingrédients d'un éventuel procès d'assises, bien que la Bessonnière n'ait jamais été, évidemment, accusée d'avoir tué son confrère. Mais certaines personnes le pensent. Ça, on y reviendra tout à l'heure. Bon, il y a le procès criminel. Autrement, il y a le procès religieux. Le procès canonique. La Bessonnière a été au centre d'un procès canonique puisque au début du XXe siècle, on lui a interdit de célébrer la messe. Il a continué à le faire et ça, on en reparlera également tout à l'heure puisque apparemment les gens du village allaient assister à la messe de la Bessonnière et laisser le malheureux curé à qui on avait donné la succession faire la messe devant vraiment très peu de gens dans l'église du village. Bon, alors pourquoi y a-t-il eu ce procès? De quoi avait-on accusé à l'époque la Bessonnière? Nous allons y revenir également. Et puis il y a le troisième procès, c'est peut-être le plus grave finalement, c'est les procès qu'on fait, et pas forcément à des personnages historiques, c'est ce que j'appellerais les procès de mauvaise réputation, le procès d'intention. On considère que quelqu'un dont on a parlé a peut-être eu un comportement condamnable qui ne collait pas avec ses activités. C'est exactement ce qui s'est passé avec la Bessonnière, qu'on a soupçonné d'être d'abord un trafiquant de messe. Alors, à juste titre ou non, ça, on va en parler, mais c'est également un curé qui a été accusé, sinon officiellement, en tout cas par les rumeurs, d'être l'amant de la bonne du curé, etc., etc. Et ce procès en mauvaise réputation, finalement, il continue toujours, puisque le fin mot de l'histoire, personne ne l'a. Personne n'est capable aujourd'hui de dire si la Bessonnière était un malheureux curé de campagne qui a été projeté dans une affaire qui était trop grande pour lui, donc qui a été peut-être manipulé, mais à ce moment-là, dans quel but, par qui, évidemment, ou alors la Bessonnière était effectivement un personnage avide de pouvoir, d'argent, qui avait la folie des grandeurs et qui peut-être s'est transformé, pourquoi pas, en maître chanteur. Alors, on va essayer de faire la part du rêve justement et de la réalité, la part de la légende, des rumeurs et de la réalité, et on va le faire avec des experts, parce que dans tout procès, il y a des experts, il y a des témoins bien sûr, des témoins à charge, et des témoins à décharge, et puis il y a des experts qu'on nomme parce qu'ils ont un domaine de compétences qui peuvent des domaines de compétences qui peuvent nous aider à éclairer les zones d'ombre. Alors, je vais très rapidement vous donner la liste des experts que nous avons réunis avec Fanny Bastien et Geoffroy Thibault, qui vont tous s'exprimer au cours de cette soirée. Alors, Christian Doumergue, il est écrivain, vous avez écrit 5 livres, hein, je crois, sur l'affaire. Bon, vous êtes considéré comme un spécialiste parmi d'autres, puisque on a rappelé le nombre de livres incroyables qui ont été publiés sur l'histoire de Rennes-le-Château. On aurait pu ajouter évidemment les documentaires de télévision et les films de cinéma, et ça aussi on va en parler. Georges Combe viendra nous rejoindre tout à l'heure, lui il est réalisateur et producteur. David Gallet, même chose, réalisateur-producteur. Gino Sandry, lui, qui est écrivain, a été très proche d'un personnage dont on va parler forcément, qui s'appelait Pierre Plantard de Saint-Clair, parce que ça c'est tout le côté, disons, background, on dirait, de l'histoire, avec le prieuré de Sion, et puis ce grand mystère, ce grand secret, etc., etc. Mais on est obligé d'évoquer. Mais si c'est possible, on va le faire. Mais oui, on va le faire. Pourquoi on va le faire? Parce que, justement, nous, on cherche la vérité. Hein, c'est ce qui se passe toujours dans un procès. Alors, pour vous, c'est peut-être, superflu, c'est peut-être de la légende, mais en tout cas, ça mérite qu'on s'y arrête quelques instants. Nous aurons également Charlie Sanson, qui est là, qui est écrivain et journaliste. Nous aurons... ah bah oui, merci pour la lumière, ça c'est très sympa. On va voir comme ça si je me souviens du nom des invités. Stuart Urban, ben voilà, j'avais son nom dans la tête. Il est réalisateur de cinéma, il est anglais, c'est lui qui est venu de Londres et qui est l'auteur d'un film qui est un film culte, hein, on peut le dire, La Révélation, dont un certain nombre de scènes ont été tournées ici même à Rennes-le-Château. Alors,
pour les comédiens, parce qu'on avait envie d'avoir Jean-François Balmer, qui a évidemment incarné le personnage de la Bessonnière à la télévision dans une série de 6 épisodes de 52 minutes, et malheureusement il n'a pas pu nous rejoindre pour des raisons personnelles, et nous avions prévu de le faire accompagner, bien sûr, et elle est là, par Laura Favalli, voilà, qui est déjà installée, et que vous pouvez applaudir parce qu'elle a eu, dans le cadre de ce document, ces épisodes de cette série télévisée de 6 épisodes, c'est ce qui s'appelait L'Or de Rennes. C'est ça, hein? Non, l'Or du Diable, pardon, l'Or du Diable, voilà, je me perds dans les titres de livres. L'Or du Diable, elle incarnait le personnage de Marie Desnarnaud, donc tout à l'heure je vous demanderai comment vous avez construit ce rôle, comment vous êtes vous-même entré dans l'histoire de Rennes-le-Château, parce que, en tant qu'actrice, vous alliez avoir à interpréter ce rôle. Et puis, nous avons un certain nombre d'autres personnes, Roch Soquière, que j'ai vu tout à l'heure, qui est par là, voilà, il est là devant moi, et puis Claire et Antoine Captier, qui font partie, eux, des personnes qui ont connu Marie Desnarnaud, puisque Claire Captier est la fille de Noël Corbu, dont on va parler, parce que c'est lui qui a acheté à Marie Desnarnaud, qui en était la propriétaire, la villa qui est devenue par la suite un hôtel-restaurant, et on se dit aussi que c'est Monsieur Corbu qui a peut-être eu cette idée déjà, quand même, qui était très forte à l'époque où il l'a eu, c'était de la communication, comment faire venir les gens dans un petit village de l'Aude, qui n'était pas très connu à l'époque, peut-être en leur parlant du curé au milliard. Et il avait entendu parler de la rumeur, le curé qui a trouvé un trésor, et il a commencé à raconter ça aux gens. Et qu'est-ce qu'ont fait les chercheurs de trésors? Ils venaient, ils prenaient une chambre à l'hôtel, et il paraît qu'on mangeait pas mal, hein, en plus, je crois. Bon, alors ça, vous direz ça tout à l'heure. Voilà. Alors, c'est un long préambule, mais il fallait que je le fasse. Juste, je vais vous parler de moi, mais très très brièvement, je vous rassure. Moi, je suis pas un spécialiste de l'affaire de Rennes-le-Château. Certes, j'ai évoqué à de nombreuses reprises cette histoire à travers des invités. Je suis pas chercheur, je suis pas historien, je ne suis pas, je sais pas comment on dit, occultiste ni templier, merci Geoffroy. Mais je trouve cette affaire fascinante. Moi, je suis comme tout le monde. Alors, est-ce que j'ai envie de savoir la solution? C'est pas sûr, parce que dans des mystères comme ça, on se dit peut-être qu'il faut en garder un peu pour demain. Et puis, on peut espérer toujours que des gens qui n'ont jamais parlé, ça se passe dans toutes les affaires criminelles, hein, dans de nombreuses affaires criminelles, des gens qui n'ont jamais parlé et qui un jour peut-être se disent maintenant le temps est venu de dire ce que je sais, et j'espère que notamment cette rencontre peut peut-être donner l'idée à quelqu'un qui est peut-être dans cette salle et qui aurait des choses à dire, de nous les dire. Voilà. Bon, alors, à partir de là, avec Christian Doumergue et avec Laura Favalli, on va évoquer, avant de parler de ce qui s'est passé ici, de rappeler la période du vivant de la Bessonnière, je voudrais qu'on parle de la personnalité de cet homme. Qui était vraiment cet homme? Je vous donne la parole dans un instant, Christian Doumergue, mais d'abord, je voudrais demander à Laura Favalli de prendre le micro. Quand vous avez travaillé votre rôle de Marie Desnarnaud, vous saviez que vous alliez travailler avec Jean-François Balmer, vous avez été, vous aussi, vous avez fait une plongée profonde dans l'histoire de Rennes-le-Château. Comment imaginez-vous la personnalité de cet homme? En fait, j'ai abordé le personnage avec le réalisateur, avec l'acteur Jean-François Balmer, par qui j'étais aussi guidée, parce que c'était un homme d'expérience. Donc je pense que ça aussi, c'était l'équivalent dans la réalité, c'est-à-dire que c'était un homme d'expérience. Elle était beaucoup plus jeune que lui. Je suis intuitive, donc j'ai été guidée en fait par le metteur en scène. Les choses sont arrivées à moi un petit peu grâce à Dominique Besniard qui a eu l'idée de me faire jouer ce rôle. Donc il a proposé à Jean-Le Fournier. Et c'est comme ça que j'ai rencontré ce personnage, et j'ai été très impressionnée parce qu'elle avait vécu vraiment, parce que c'était une histoire dont tout d'un coup j'entendais parler pour la première fois de ma vie, par Jean-Michel Thibault, qui avait écrit plusieurs livres. Dont s'est inspiré le scénario, évidemment. Voilà, le scénario était basé sur ses Lui, il a été inspiré par d'autres livres, mais Jean-Michel
Michel Thibault a écrit le scénario. Et Jean-Louis Fournier l'a adapté. Donc c'était, je découvrais petit à petit un petit peu des indices sur le personnage. Et en même temps, je pense que je cherchais pas à tout savoir non plus. Parce que je pense qu'elle ne savait pas non plus elle tout. Personne ne sait tout. Mais est-ce qu'il était amoureux de Marie Deslorme? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez évoqué ça avec Jean-François Balmer quand vous avez construit vos personnages? Il y avait une grande pudeur entre nous. Rien ne transparaît. Alors, j'en profite d'ailleurs pour dire que on parle là de documentaires ou de films de fiction. Demain, vous aurez évidemment ici, dans le cadre du festival du film insolite, vous aurez le plaisir de pouvoir voir, notamment, puisque là on parle de L'Or du Diable, une sorte de best-of incroyable parce que c'était 6 fois 52 minutes et je crois qu'il y a un document qui fait un peu plus d'une heure qui va être diffusé. Je sais pas si c'est un épisode ou... C'est un épisode que vous avez choisi arbitrairement, mais certainement très bien. Voilà. Bon. Donc le deuxième épisode sera diffusé demain. J'en profite pour dire, puisque j'ai cité tout à l'heure Stuart Urban, que la révélation sera également diffusée demain dans le cadre de ce festival. Pour David Gallet, Zone d'ombre, ce film qu'il a réalisé pour la télévision sera diffusé également. Voilà. Est-ce que j'oublie? Je ne sais pas si j'oublie d'ailleurs un document ou pas. Ah oui, si, quand même, il va y avoir. Bah oui, on parlait de Georges Combes tout à l'heure, et il va y avoir évidemment de Saunière à Da Vinci. C'est donc son film qui sera également donc visible, projeté demain. Merci. Alors, j'en reviens à vous tout à l'heure pour le personnage de Marie Deslorme, d'accord? Maintenant, je vais m'asseoir et je vais demander à Christian Doumergue de revenir. Alors, Non, il vient pas au pupitre, on s'assoit, parce que ça va être long. Non. Non, justement, je vous fais confiance, vous avez le sens du temps, hein, parce que vous êtes un homme de télévision, mais aussi un homme de communication. Qu'est-ce que vous pouvez nous... Moi, je voudrais qu'on parle là, tout de suite, de la période de l'arrivée de la Bessonnière, jusqu'à 1897, parce qu'il y a une fracture, et vous nous direz pourquoi tout à l'heure. Dans quelles circonstances la Bessonnière arrive à Rennes-le-Château? Alors pour le situer, pour ceux qui le connaissent pas, Saunière, la première chose qu'il faut dire, c'est que c'est pas un inconnu à Rennes-le-Château, c'est un enfant du pays, puisqu'il est né en 1852 dans un petit village voisin de Rennes, que l'on aperçoit depuis les hauteurs du domaine, le village de Montazel. Béranger Saunière arrive à Rennes-le-Château en 1885, c'est un jeune prêtre, il a 33 ans, et c'est sa seconde paroisse en charge, la première étant Le Clat, quelque part au-dessus d'Axat, dans les hauteurs, c'est un petit village perdu dans les montagnes. Et quand il arrive donc à Rennes-le-Château, c'est un choc visuel. Pourquoi? Parce que il découvre une église à l'état de ruine. On a un certain nombre de rapports circonstanciés tout au long du 19e siècle. On sait que tous les vitraux sont brisés, que la toiture de l'église menace de s'effondrer, qu'il pleut, qu'il vente dans cet édifice. C'est écrit tel quel dans les rapports. Et Saunière, qui avait connu une église flambant neuve au Clat, même si c'était un village perdu dans les montagnes, eh bien, il est saisi par cette vision. Et le fait est que ça ne va pas durer, puisque on parlait du caractère de Saunière, c'est un combattant, Saunière, vraiment, c'est un rock, c'est un homme qui va au front, et il va pas se laisser assommer par cette vision-là, puisque très rapidement, il va réussir ce que personne n'avait fait jusque-là, obtenir des fonds pour rénover l'église. En effet, tout au long du 19e siècle, on avait eu différentes demandes d'argent, de fonds pour entreprendre des travaux de première nécessité. Aucune de ces demandes n'avait abouti. Saunière, lui, en un an, il arrive à obtenir des fonds et il va donc, dès 1886, se lancer dans une première série de travaux, les plus importants d'abord, et puis progressivement, il va s'attaquer à l'ornementation de l'église. Une fois celle-ci consolidée, il va donc s'occuper des peintures et puis il va s'occuper de la statuaire, par exemple. Mais alors, quand vous parlez il faut trouver des fonds, il y a des gens qui lui donnent de l'argent. Alors, il y a évidemment au cœur de cette question une des raisons de la rumeur du trésor. Non, mais là, moi, je parle pas de rumeur, oui. je parle à la réalité. Est-ce que l'abbé Boudet a aidé, par exemple, la Bessonnière à commencer les travaux pour mettre hors d'eau, si j'ose dire, l'église, le presbytère, etc. Non, aujourd'hui on a une vision très claire. J'ai fait un travail de recherche en archives, notamment aux archives départementales de l'Aude. On a aujourd'hui une vision très claire de ce qui s'est passé. Il y avait longtemps eu un énorme doute là-dessus, beaucoup d'interrogations. Pourquoi? Parce que
on savait de longue date que Saunière avait eu des donateurs qui appartiennent à des familles importantes de la région, mais à des familles qui ont aussi une envergure nationale pour certaines d'entre elles, dont la famille de Chambord, la comtesse de Chambord, qui, dès l'arrivée de Saunière, lui donne une somme d'argent en francs or qui est assez conséquente et qui lui permet d'entamer les travaux. Parce qu'elle a compris comme ça en voyant cet homme-là, quelques minutes, qu'il allait être l'homme de la situation. Alors, il faut bien resituer la comtesse de Chambord, parce que aujourd'hui son nom est tombé dans l'oubli, on n'en parle pas forcément dans les livres d'histoire, mais c'est une femme qui a manqué de peu d'être reine de France. C'était la veuve du comte de Chambord, qui était le prétendant au trône de France, qui aurait pu l'être s'il avait accepté certains compromis. Donc c'est une personne d'envergure politique majeure. Mais attendez-moi, je vous interromps, excusez-moi, hein, je joue mon rôle, je vais vous emmerder. Hein, allez-y. Je suis pas payé pour ça d'ailleurs, parce que on n'est pas dans des histoires comme ça. Mais j'ai envie de savoir, pourquoi elle n'a pas donné d'argent au prédécesseur de l'abbé Saunière alors? Parce qu'elle ne le connaissait pas. La comtesse de Chambord, c'est pas une locale. Elle le connaissait, lui. Elle n'est pas d'ici, pas du tout. Bah alors donc, pourquoi lui alors? Voilà. Alors, la grande question, elle reposait là-dedans. Depuis longtemps, les documents que j'ai découverts, que j'ai exhumés des archives, nous permettent de répondre à cette question. Il faut poser le contexte historique. C'est la France, enfin, c'est la guerre des deux France. La République d'un côté, les royalistes de l'autre côté. Et il se trouve que Saunière, quand il arrive à Rennes-le-Château, il fait très rapidement, à l'automne, il n'arrive pas dans l'été, j'ai dit, à l'automne, il fait un prêche anti-républicain, en chair, et il est donc en gros, il dit aux gens, faut voter pour les royalistes. Voilà, c'est ça. Il donne des instructions. C'est avéré, ça. Ça, c'est avéré. On a tout un tas de documents. On a des articles de presse de l'époque. On a des correspondances. Donc là, c'est du certain. Donc il se fait remarquer, on se dit, tiens, on va aider ce bon curé royaliste, et en plus, on va avoir une belle église. Voilà, parce que... non, mais je sais pas, hein, non, mais... Je fais des propositions, hein. Non, ce qui s'est vraiment passé, c'est que, en fait, Saunière a été suspendu de ses fonctions suite à cette prise de parole, qui était interdite par la loi. On est avant la séparation des églises et de l'État. Donc, Béranger Saunière est rémunéré par l'État français, par le ministère des Cultes. Et le ministère des Cultes, Saunière n'ayant pas respecté la loi, va le suspendre de ses fonctions. Et suite à ça, il est nommé professeur au petit séminaire de Narbonne par son évêque. Ok. Voilà. Donc il a de l'argent, il commence des travaux, il met hors d'eau. Alors je renvoie pour le reste. Excusez-moi, vous allez souffrir. Hein. Non, il faudra vous allez être frustré, hein, parce que moi je voudrais qu'on parle des premiers travaux où il est susceptible d'avoir trouvé quelque chose. Et notamment un magot peut-être plus qu'un trésor, quoi. On va y arriver. Avant ça, je précise quand même que quand il est nommé à Narbonne, il va rentrer dans une cellule royaliste réactionnaire qui est dirigée par son frère, et que c'est par le biais de cette cellule monarchiste qu'il va avoir connaissance de la comtesse de Chambord et de tout un tas de familles importantes qui vont lui donner de l'argent. Et qui vont être importantes pour la suite, pour lui, parce que ces gens ne vont pas le lâcher pendant des années. Absolument. En fait. Ils vont financer tous ces travaux dans l'église. Donc là, il n'y a pas de mystère sur l'origine de l'argent. Alors, il fait ces travaux. Alors moi, j'ai retenu, je vous ai dit tout à l'heure avec précaution, je suis pas spécialiste, mais je suis un lecteur. J'ai regardé beaucoup de films. Il fait des travaux, et puis le maître-autel est en mauvais état. Il dit va falloir on va changer parce qu'elle est pas belle. Il y a un pilier aussi. Alors on dit que le pilier était creux, qu'on avait trouvé quelque chose, puis d'autres auteurs disent non, pas du tout. Le pilier, il y avait rien dedans. Mais quand on a bougé la pierre du maître-autel, là il s'est révélé dans le mur une cache, et dans cette cache il y aurait eu donc des objets de valeur. Alors question, vrai ou faux? Alors, est-ce que c'est avéré, plus exactement avéré ou pas? Sur les découvertes de Saunière, il y a deux types de témoignages. Il y a les témoignages oraux qui nous parlent effectivement de cela. Là, on est dans la problématique de l'oralité, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui a été recueilli beaucoup plus tard. Alors, Antoine Capier pourra peut-être en parler tout à l'heure. C'est quelque chose qui est tenu pour certains. On considère que ces témoignages sont fiables, mais évidemment, l'œil de l'historien est toujours critique. Et on se dit, c'est une tradition orale. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? On ne sait pas. Gros point d'interrogation. La question de savoir, est-ce que par exemple, ça aurait été des objets religieux de valeur, peut-être en or, qu'un curé aurait caché au moment de la Révolution française, puisque le curé d'ici, je crois, était réfractaire, c'est-à-dire qu'il n'avait pas voulu prêter serment à la République, quoi, en gros, ou enfin à la Révolution, quoi. Et il s'était retrouvé en Espagne, il avait pris... Absolument. Il était parti en cavale en Espagne. Oui. Alors, est-ce que ça pouvait être un trésor de cette origine-là? Il y a des gens qui ont décrit quoi? Des pièces? Est-ce qu'on sait des choses? On a description d'une houle, on a description d'une fiole.
là, on est dans l'oralité. D'accord. Ce sur quoi je voulais insister, c'est qu'à côté de l'oralité, Oui. on a des témoignages écrits. D'accord. C'est-à-dire que dans le cahier journal de la Bessonnière, alors qui est très fragmentaire, hein, malheureusement, on a plus que quelques pages de ce cahier journal qui tenait au jour le jour, il tenait compte du temps, des gens qu'il avait rencontrés, etc. En 1891, le 21 septembre, il marque découverte d'un tombeau. Donc, on est certain qu'à l'occasion des travaux dans l'église, Saunière a trouvé un tombeau. Alors ça c'est autre chose, c'est une dalle qui était par terre, qu'on retourne, sur laquelle il y a l'image d'un chevalier, je crois, etc. Et Alors, peut-être des squelettes de personnages importants du temps passé. on a la dalle du tombeau des seigneurs. On ne sait pas si c'est à cette découverte-là qu'il fait référence dans son cahier journal. Ce qui est certain par contre, c'est que dans les années qui suivent, et pendant des années, il va chercher quelque chose autour de l'église. C'est vrai qu'il vient les ouvriers. Oui, ça. Ouais, parce qu'il mettait la main à la pâte pour les travaux. Hein, grâce au cahier journal, on sait que suite à cette découverte du tombeau, il a effectivement marqué une pause dans les travaux, que les maçons qui travaillaient jusque-là ont été congédiés et n'ont pas été réemployés après, et que il a été visité par des frères, donc des curés, qui manifestement, il l'a mis dans un certain secret. D'accord. Quand est-ce qu'il se met à fouiller dans le cimetière la nuit et que les gens s'insurgent dans le village en disant mais il respecte pas les morts, ce curé? On est dans les années 1890 à ce moment-là. Ah, on est déjà. Et ça va durer. 5 ans après son arrivée. Voilà. Et ça va durer. Ce qui est important, c'est de noter que ça dure dans le temps. Ouais. C'est que ça dure jusqu'en 1897. Mhm. Qu'en 1897, on a encore des plaintes qui sont adressées par la municipalité de Rennes-le-Château à la sous-préfecture de Limoux. Ouais. Et on en a une notamment très intéressante, où il est question d'un certain monsieur Sarda, où le maire de Rennes-le-Château donc se plaint de ce sans dessus-dessous dans le cimetière, et où il dit qu'un certain Sarda lui a appris les raisons pour lesquelles Saunière faisait ça. Et là, le mot fouille est clairement employé. Le maire dit, je ne savais pas qu'est-ce que faisait l'abbé jusque-là, mais selon un certain Sarda, il fait des fouilles. Donc là, on a, avec cet élément-là, la preuve que Saunière s'est bien livré à une recherche frénétique dans les années 1890 et jusqu'en 97 autour de l'église. Et alors là, on est très loin dans le temps, évidemment, du livre de Gérard de Sède, 1967, hein, je crois. Est-ce qu'il y a des rumeurs du vivant de l'abbé Saunière, comme quoi pardon? C'est 76, je crois. 67, je crois. Non, 67. 67, oui, j'en suis sûr. Oui, c'est peut-être, mais enfin c'est 1967. Ça, j'ai révisé mes leçons moi ce matin quand même. Hein. Mais non, on est loin donc de ce livre où il est question des parchemins. Est-ce qu'il y a des rumeurs du vivant de l'abbé Saunière comme quoi il aurait trouvé des parchemins, soit dans ce pilier en question, soit sous la dalle dont on a parlé, soit en déplaçant la pierre du maître-autel? Alors sur les rumeurs concernant les découvertes de l'abbé, le problème c'est toujours l'oralité. D'accord, donc là on est... Mais est-ce qu'il y en a... On sait qu'il y a eu une rumeur de découverte de trésors qui a commencé très rapidement. Ouais. La première trace littéraire, elle précède de loin Gérard de Sède, puisque c'est un livre de 1936, l'itinéraire en terre d'or. Donc on est moins de 20 ans après la mort de Saunière, à une période où Marie Desnarnaud est toujours vivante. Et là, c'est un médecin carcassonnais qui visite la Haute-Vallée de l'Aude et qui écrit un livre, un itinéraire de voyage, itinéraire en terre d'Aude. Il parle des différents villages qu'il traverse, il décrit Rennes-le-Château. Il décrit son étonnement parce que Rennes-le-Château, c'est un village paysan qui est très pauvre, et il dit, d'un coup, on arrive dans un endroit qui est féerique, en fait, avec une villa neuve, etc. Et les gens, à ce moment-là, non. Il parle des paysans qui lui parlent du trésor qu'a trouvé Saunière. Donc, il est uniquement question du trésor. Les parchemins, ils n'apparaissent que bien plus tard, avec Gérard de Sède et Pierre Chantard. Juste une confirmation. Alors, à quel moment, Marie Desnarnaud, là, vous pouvez passer votre micro à Laura, à quel moment, c'est dès le début de son arrivée, 1885, elle est à son service? Comment ça se passe? En fait, il y a plusieurs sources. Dans le film, ils disent que c'est l'abbé Boudet qui l'aurait envoyé. Après, dans l'histoire, il en est dit autrement. Donc, il y a des choses qui ne sont pas sûres. D'accord, mais qui est Marie Desnarnaud? Marie Desnarnaud, c'est la fille de Alexandrine, Madame Alexandrine, qui était au service de l'abbé Saunière au départ, et elle, c'est sa fille. Et donc, elle devient sa gouvernante. Au départ, ils habitent tous dans la maison, mais c'est pas comme ça que l'a fait Jean-Louis Fournier. Jean-Louis Fournier n'a pas réalisé exactement ce que j'ai vu après, en fait, en me documentant. Donc, au
où ils auraient été tous dans la même maison, Madame Alexandrine, Marie, et après Marie a vraiment pris son service avec la Bessonnière, et il y a plusieurs versions. Nous, on a tourné qu'elle est tout de suite venue pour plus ou moins le séduire. Moi, je l'ai pas du tout vécu comme ça, et c'était, enfin, quand on le voit, ça pourrait être sous-entendu qu'il y aurait eu une manipulation. Mais il s'est passé quelque chose dans leur relation, puisqu'on va découvrir beaucoup plus tardivement qu'ils ont un testament croisé et qu'elle va devenir propriétaire finalement. Exactement. Hein, il s'est protégé, il l'a protégé aussi, en lui cédant tous ses biens. Donc en fait... Pardon. C'est faux parce que toutes les constructions de l'abbé ont été faites sur des terrains appartenant à Marie, qu'il avait acheté à Marie. Donc les constructions appartenaient à Marie. Ah d'accord. C'est ça, c'est ce que je viens de dire. Il ne lui a rien laissé. Bon. C'était à lui. Oui. Ah, ça appartenait à Marie au départ? Les terrains appartenaient à Marie? D'accord. Il lui avait acheté à partir de 1898, il y a toute une liste. Ah ben d'accord, bah écoutez, on va vous citer à comparaître tout à l'heure. Je vais vous interroger au 3e degré. Alors, alors vous voyez, bon, après... Ça c'est l'histoire vraie, et puis l'histoire... Voilà, dans l'histoire romancée, il y a tellement de choses. Voilà. Moi, comment je l'ai vécu à mon petit niveau, c'est-à-dire, c'est comme une histoire d'amour. Oui, je sais. Moi, Madame connaît la vie. Alors, mais, au départ, c'est cette jeune fille, pardon. Oui. Plaît-il ? Cette jeune fille ne sait pas exactement ce qui va lui arriver, comme dans la vie, on ne peut pas dire... Mais elle va s'occuper, alors elle fait quoi? Elle fait la cuisine, elle fait les courses... l'intendance. Elle est là, elle fait l'intendance. Elle fait l'intendance, son linge. Alors, on va reparler avec vous dans un petit instant de ce qui est passé au moment de la mort de l'abbé. Hein, oui. Et Christian Doumer, toujours avec ce sens du timing et de la synthèse, va nous parler maintenant de cette année fracture, que j'appelle moi une année fracture, 1897. Alors, donc, l'abbé est venu, la France d'en haut lui a prêté de l'argent parce qu'il était royaliste, d'accord, il fait des travaux, il n'y a pas de mystère. Il y a une rumeur qui fait qu'il a peut-être trouvé quelque chose quand même, d'important, un trésor. Et puis, mais il n'y a pas de folie des grandeurs, quoi. Jusqu'en 1897, l'église va être inaugurée quand même, la fin des travaux, avec l'évêque, la présence de l'évêque ou du représentant de l'évêque de Carcassonne, je crois. Oui, absolument. À quelle date? Alors, il y a différentes dates. C'est en 1897, effectivement, où il va y avoir une cérémonie assez importante. Oui. Et Saunière a un souci de publicité autour de ça. C'est très clair. On le voit là encore dans ses papiers personnels. Il est content qu'on parle de la nouvelle porte de l'église. Donc, il met ça sur un piédestal. Et il organise des cérémonies religieuses assez régulièrement. Il prêche des missions pour qu'on puisse effectivement parler de lui. Alors, c'est vrai que l'histoire se serait arrêtée là si, à partir de cette année 1897 et des années qui ont suivi, il ne s'était lancé dans une seconde tranche de travaux. Et c'est ces travaux-là, le domaine civil, c'est-à-dire la villa Béthanie, la tour Magdala, le parc et le jardin qui les entourent, la tour de Verre, qui vont faire de Saunière un homme de légende et un homme de roman. Alors tous ces terrains-là n'appartenaient pas à Marie de Desnarnaud. Il les achète. Alors, il y avait des terrains municipaux. Comment ça? Qu'est-ce qu'il fait là? Il va effectivement acheter des terrains au nom de Marie, puisque en fait Marie, il y a de nombreuses interrogations, on l'aura compris, sur la relation entre Saunière et Marie. Elle apparaît dans son cahier journal en 1891, c'est les premières allusions, et à partir de là, on sent qu'il y a un intérêt de Saunière pour Marie, et une certaine intimité qui se crée progressivement. Et donc il va acheter tous ces terrains, et puis il va bâtir ce domaine fastueux, ce domaine de rêve, et c'est à partir de là, comme je le dis, qu'il va forger la légende. D'accord. Précisons que c'est une construction qui dure dans le temps, puisqu'il faut arriver jusqu'à l'année 1909 pour que tout soit entièrement fonctionnel, c'est-à-dire meublé. Donc il y a la construction physique, matérielle des bâtiments d'un côté, et puis il y a tout l'ameublement intérieur, avec bibliothèque, tapisserie, une ornementation qui est riche et qui est vraiment dans l'ère artistique du temps. Ouais. Voilà. Et il a des invités, il va faire des jardins, enfin, je veux dire, il y a tout ce qu'on peut encore voir aujourd'hui. Et là, c'est quand même une période incroyable, quand même. Et c'est Marie qui fait la cuisine, toujours C'est une période
Oui, c'est une période faste. Il y a effectivement dans les correspondances, on a un certain nombre de correspondances de ces visiteurs qui appartiennent en général à la bourgeoisie plutôt aisée et pour certains à l'aristocratie. Certains lui écrivent en rentrant chez eux. On a un monsieur Bousquet de Bayon, par exemple, en Provence, qui écrit qu'il a été émerveillé par ce domaine si riche, si artistique. C'est vrai qu'il fait venir du rhum de la Jamaïque, qu'il achète du vin. Alors, le vin, il paraît qu'il le revendait en gros aux autres prêtres. J'ai un peu gratté un peu sur le vin de messe, non? Il y a différentes choses. Non, c'est vrai qu'on voit qu'il sélectionne systématiquement le meilleur. C'est un adepte de la vente par correspondance, Sonnier, il faut le savoir. Et donc, très en avance sur son temps. Oui, non, c'est un homme qui est vraiment dans l'ère de son temps. Donc les robes de Marie, par exemple, et de Julie, qui était la sœur de lait de Marie, puisqu'il y a deux femmes dans son entourage, mais les robes de Marie et de Julie sont commandées à la Samaritaine à Paris. Voilà. Donc, c'est pas quelqu'un qui va se fournir à Limoux. Pour l'alimentation, c'est pareil. C'est-à-dire, on a effectivement le rhum qui vient de la Martinique, mais pour les haricots, par exemple, il va les commander dans le nord de la France parce qu'il considère qu'ils sont de meilleure qualité. Et il fait ça à peu près pour tout. C'est un bon vivant qui sait recevoir. Et le domaine, vous disiez, il est resté effectivement les bâtiments, mais ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a eu beaucoup de pertes aussi, c'est-à-dire l'ornementation intérieure, par exemple. On a perdu beaucoup. Il y avait des statues dans le parc. L'abbé avait 2 singes aussi. Donc il faut les rajouter au paysage, très exotiques. Voilà. Et des fêtes, alors vraiment des fêtes. Comment réagissaient les villageois parce qu'il y avait quoi? Il y avait près de 300 habitants à l'époque, non? C'est ça? C'est les estimations. Oui. Les habitants, on n'a pas de témoignages précis écrits sur les réactions. Oui, on a retrouvé des cartons d'invitation. Au nom de quoi ils faisaient ces Alors, c'est la grande question. C'est-à-dire qu'on a retrouvé des menus, par exemple, il y a un certain nombre de menus qui sont dignes d'un restaurant gastronomique. Donc ça, on le sait. Bravo Marie. On sait aussi que les gens aimaient s'enfermer dans sa bibliothèque parce qu'il l'a trouvé extraordinaire. Voilà, tout ça on le sait. Maintenant, comment il leur a vendu le domaine? Comment il a vendu le domaine à certains de ses financiers ou à certains de ses visiteurs? Là, on a, pour le coup, rien du tout. Donc, on ne sait pas. On sait juste qu'il s'est tissé un réseau relationnel important dans certains milieux. D'accord. Alors, on va... vous reviendrez tout à l'heure. Marie, vous pouvez rester là avec nous, ça vous ennuie pas, hein? Bon, voilà. Et puis, on va demander à David Gallet de venir nous rejoindre pour la suite de l'histoire. Alors, donc, asseyez-vous. Alors, David, il y a des choses, si vous avez des choses à dire, mais je voudrais pas qu'on perde de temps à revenir tout le temps. Enfin, globalement, on fait confiance à Christian de Merda. Christian est un spécialiste. Bon, c'est pour ça qu'il était cité à comparaître. Alors, je voudrais dans un instant qu'on parle ensemble de cette affaire criminelle et du meurtre, de l'assassinat de l'abbé Gélis. C'était vraiment un meurtre certainement prémédité. Pardon. C'est passé à quelques kilomètres d'ici. Mais auparavant, je voudrais que vous nous situiez en 2 mots ce qui vous avoue, dans cette période du vivant de l'abbé Sonnier, ce qui vous intéresse. Qu'est-ce qu'il y a à dire d'autre? Parce qu'il y a le procès canonique quand même, qu'il faut également... Il y a le procès canonique, il y a bien sûr l'idée de... C'est la rumeur du trafic de messe. Voilà. D'où vient cet argent pour faire des choses dont on vient de parler à l'instant? Et je pense qu'à l'époque, il ne devait pas y avoir beaucoup d'idées de trafic de messe. Il y avait un peu, mais ils ont vite constaté, en fait, y compris d'ailleurs... Oui, mais 4 ans plus tard, il va y avoir un procès, il va être condamné pour ça, quand même. Oui, mais tout ça est très louche, parce qu'on a l'impression clairement qu'il donne des comptes en laissant penser qu'il fait un trafic de messe, mais ça sonne faux. On a l'impression qu'il cache quelque chose à travers ce trafic de messe, même si une partie est réelle. D'accord. Quitte à avoir un procès et être... Quitte à avoir un procès... mais bon, c'est pour des raisons qu'on pourra expliquer plus tard dans le procès. Ouais. D'accord. Alors, l'abbé, donc, 1897, il y a l'inauguration de l'église, il y a cette partie, donc, quand même, fastueuse. Bon.
Et il y a ce meurtre. On en parle beaucoup à l'époque. Rappelez-nous qui était l'abbé Gélis en 2 mots, et on va rappeler les circonstances du meurtre, puisque là on est en pleine affaire criminelle. Alors on est fin octobre 1897. L'abbé Gélis, c'est un personnage qui est aussi énigmatique. Il est très prudent. Il se méfie de tout. Il vit à Custosa, qui est très très près d'ici, et il est très prudent. Il est très méfiant. Ses paroissiens. Alors évidemment, c'était pas le prince de Monaco. On a très peu d'écrits sur qui était ce fameux abbé Gélis, mais Antoine Gélis, exactement. Mais ce personnage était, il n'était pas très proche de ses ouailles. C'est-à-dire que, voilà, on sentait bien qu'il était méfiant envers tout le monde. Ouais. Et puis voilà. Et puis on va peut-être passer directement à ce qui lui arrive. Mais oui, ce qui lui arrive, c'est son neveu va découvrir un matin donc de novembre, je crois. Je crois que c'est le 1er novembre. 1er novembre 1897, le corps de l'abbé Gélis, littéralement massacré, quand on l'a attaqué à coups de tisonnier, et il a reçu des coups de hachette, etc. Avec cette mise en scène que j'évoquais tout à l'heure, on l'a mis dans la position du gisant. Apparemment, l'abbé connaissait son assassin, puisqu'il avait relevé la petite... voilà, parce qu'il était tellement méfiant que... il mettait une clochette. Il mettait une petite clochette, voilà. Quelqu'un chez lui, la nuit. Et là, la clochette était relevée, donc vraisemblablement de l'intérieur, avant d'ouvrir la porte. Bon. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on constate? Que l'argent n'a pas été volé. Et on trouve de l'argent partout dans la maison, dit-on. Alors, la population est déjà sous le choc, parce que déjà à l'époque, et même encore aujourd'hui, évidemment, à partir du moment où il y a un assassinat dans un petit village comme ça, et encore plus pour un prêtre, ça surprend énormément la population locale. Le descriptif qu'on peut encore trouver aujourd'hui sur l'état des lieux quand la police ou les gendarmeries va arriver sur place est effectivement cataclysmique. On va retrouver des traces de sang jusqu'au plafond, enfin quelque chose de terrifiant. Et puis, on va directement s'intéresser à qui aurait pu faire le coup. On va s'interroger et on va penser à un moment que c'est le neveu, en fait. Coupable idéal, il lui demandait du pognon tout le temps, mais il a l'alibi en béton armé, si j'ose dire, c'est ça. Exactement, parce que je crois qu'il était à un endroit assez précis, vu par plein de gens. Vu par plein de gens, et donc il est assez rapidement mis hors de cause. Ce qui est plus étonnant, c'est effectivement qu'on va retrouver dans l'appartement, mais dans la maison, dans le presbytère, on va retrouver énormément de cash avec plein d'argent. On se demande encore toujours d'ailleurs d'où peut provenir l'argent. Alors j'ai fait mon enquête en fait sur cette histoire-là. Elle est absolument passionnante. C'est vraiment une histoire d'un crime aujourd'hui encore totalement irrésolu. Il est possible, mais ça c'est André Gallo, un journaliste fort connu ici à Rennes-le-Château, à Limoux, oui, tout à fait, qui émet l'hypothèse qu'on se serait trompé de Gélis. C'est-à-dire qu'il y aurait, à la même époque, vivait un autre abbé Gélis, à quelques kilomètres beaucoup plus loin en fait, et que c'est celui-là qui était visé. Alors André Gallo a fait l'enquête, et évidemment il faudrait aller voir directement André Gallo pour avoir plus de renseignements, le faire appeler à la barre. Mais il y a des éléments extrêmement mystérieux dans les constatations faites sur place, on n'en a pas encore parlé, c'est que moi je vous dis ce que j'ai retenu, vous me dites ce que vous avez, votre enquête vous a apporté. L'abbé Gélis, il n'aimait pas le tabac. Et il paraît qu'il fumait pas, mais il n'aimait pas le tabac. Ça veut dire qu'il paraît qu'il demandait aux gens de ne pas fumer dans sa maison. Bon. Or, on va retrouver un cendrier plein, on va retrouver un papier à rouler, les cigarettes d'une marque très particulière, non distribuée dans la région. Tsar, bon. Et on va retrouver sur une de ces feuilles de papier à rouler un message étrange, ou en tout cas une inscription étrange, Viva Angeli. Et on n'a jamais résolu la raison de... Est-ce que c'est un message de l'assassin? Est-ce que c'est un signal pour dire à d'autres attention à ce qui pourrait vous arriver? Il y a une piste corse. Ah oui, sans blague. Il y a eu une piste corse sur cette énigme-là, oui. Je crois que ça allait jusqu'en Corse chercher une Angelina. Mais les policiers de l'époque se sont intéressés à cette histoire de Viva Angelina. Alors c'est vrai que c'est le papier en fait effectivement qui était de la marque Tsar, qui est absolument introuvable encore aujourd'hui, c'est très compliqué. Il y avait effectivement marqué ce Viva Angelina. Les policiers vont s'y intéresser, ils vont retrouver une Angelina, je crois du côté de Carcassonne, qui travaillait, qui était on va dire une fille de joie, et ils vont l'interroger, persuadés qu'elle a la clé de l'énigme. Mais évidemment, elle n'a rien à voir dans l'histoire. Le problème
problème, c'est de savoir si ce papier à cigarette qui était laissé là est un hasard, c'est-à-dire que quelqu'un avait peut-être noté quelque chose, en tout cas le meurtrier avait noté quelque chose sur son papier à cigarette, et puis qu'il l'a laissé là, mais alors vraiment par hasard, ou alors est-ce que c'est un message? Alors, on n'en sait pas plus, il n'y a rien d'autre à dire, sauf que, on ne l'a pas précisé, si j'ai bien compris, l'abbé Gélis, l'abbé Boudet, dont on n'a pas très peu parlé là pour l'instant, et l'abbé Saunière se connaissaient. Alors évidemment, ils se fréquentaient, j'imagine. Le problème, c'est qu'on a très peu de traces de ces fréquentations. Ouais. On dit qu'ils étaient assez copains, qu'ils faisaient des excursions dans le coin. C'est presque la légende. C'est la légende. Aujourd'hui, en tout cas, historiquement, on n'a rien qui prouve qu'ils étaient copains. Alors qu'ils se connaissent, ça, c'est fort probable. Ils se sont vus, d'ailleurs, à l'enterrement de l'abbé Gélis, probablement. Et il paraît que Gélis, que Boudet et Saunière sont plus parlés après. Alors ça, le problème, c'est qu'évidemment, encore une fois, historiquement, c'est très difficile, très difficile. Moi, j'ai pas pu avoir de preuves sur. Mais je lance mes ballons. Et... Il y a un troisième micro ou pas? Attends. Excusez-moi. Oui. Continuez. Mais il faut faire intervenir. Mais est-ce qu'on va faire? Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, mais s'il y a un troisième micro, on lui donne, il n'y a pas de problème. Ce qui peut étonner en fait dans cette histoire, dans ce meurtre de l'abbé Gélis, c'est que la maison, toutes les maisons sont accolées. À l'époque, il n'y avait pas l'isolation qu'on a aujourd'hui. Ce qui veut dire que vu la gravité du meurtre et la violence du meurtre, ça a pu être entendu. Et moi, ça m'a choqué quand je suis arrivé dans cette maison-là où a eu lieu le meurtre. J'étais sidéré d'imaginer que personne n'avait pu entendre quoi que ce soit dans le secteur. Et quelqu'un m'a dit, alors après c'est encore une fois de la communication orale, mais quelqu'un se souvenait que le grand-père avait dit que ce soir-là, le soir du meurtre, il y avait un vent terrible qui faisait vraiment claquer les volets, etc. Et c'est peut-être pour ça qu'on n'a rien entendu. C'est pas noté dans les rapports de police de l'époque. Bon, alors il y a quand même une énigme. Moi, ce que je note quand même, c'est que apparemment l'abbé Gélis avait de l'argent. Boudet, on y reviendra peut-être avec quelqu'un, avait de l'argent. Et Saunière avait de l'argent, puisqu'il a fait tout ce qu'il a fait. Bon. Les curés sont très riches dans l'Aude. Là, quand même, il y a un truc. Bon. Il y a un truc. C'est pas un cas unique. Il faut savoir qu'en France, il y a d'autres curés qui étaient très riches et qui ont fait des constructions, eux aussi étonnantes, ou qui ont fait beaucoup de dons. Donc voilà, et on peut en citer quand même quelques-uns. C'est pas une rareté à l'époque d'avoir des curés de campagne riches. Alors, merci pour l'instant. Je vais demander, alors, Claire Captier, vous voulez venir? Venez près de moi, ce sera plus simple que de... Voilà. Vous restez, vous vous ennuyez pas, ça va? Parce que on va parler de... Ne tombez pas, surtout. Non, c'est bien. Alors, bonsoir. Pardon. Je suis surtout spécialiste de Marie Eh bien, c'est pour ça que je voulais que Laura reste avec nous, voilà. Et oui, parce que il y a tout ce qu'on a dit sur cette Marie, et puis évidemment, vous allez pouvoir intervenir un peu, puisque vous avez vécu le personnage à travers ce qu'on avait dit, donc l'auteur dont s'est inspiré, c'était une fiction. Mais donc un mot sur Saunière meurt dans des circonstances assez particulières. Il a un AVC, on a dit, enfin une attaque, comme on disait à l'époque, en 1917. On mettez le micro pour que tout le monde vous entende, et on le retrouve là devant la villa Pétania. C'est pas notre interprétation. Nous, d'après les documents que nous avons, on sait qu'il est malade déjà en novembre 1916. Il a certainement une attaque, comme vous dites, comme on disait à l'époque. Donc AVC ou attaque cardiaque. Et ensuite, son cas s'aggrave parce que c'est l'hiver, il fait froid, il sort. Marie lui dit de ne pas sortir, il sort quand même. Bon. Et ce serait sur la terrasse ou dans la bibliothèque qu'il aurait eu son attaque fatale. Voilà, et quelques jours après, il va décéder, quoi, en fait, hein. Et ça se passe donc ça en janvier 1917. Alors, vous, Claire, vous êtes la fille de Noël Corbu, et donc votre famille, en fait, à l'époque, va, comment dire, après la mort de l'abbé Saunière, se rapprocher de Marie Desnarnaud. Comment ça se passe alors? Attention, l'abbé Saunière est mort en 17, mes parents sont venus pendant la guerre, hein. De 40. Mais attendez, moi je. Et vous avez connu. J'allais dire Laura, non, vous avez connu Marie Desnarnaud. J'ai connu Marie Desnarnaud. Elle était déjà très âgée. Elle avait 78 ans. 78 ans, d'accord. Elle vivait seule dans le presbytère, puisque ses parents étaient morts, un en 28, l'autre en 30, donc elle était avec ses parents jusque-là.
Son frère habitait dans le village, bien sûr. Et elle vivait seule dans le presbytère, dans un certain dénuement. Un certain dénuement, voilà. C'est ça. Donc apparemment, elle ne savait pas où était le trésor de l'abbé. C'est-à-dire, elle disait que quand on lui demandait pourquoi elle n'allait pas chercher des objets dans le trésor, elle disait « à ça, je ne veux pas y toucher », mais elle le disait en patois. Elle disait pas que ça n'existait pas, mais qu'elle voulait pas y toucher. Elle ne voulait pas y toucher. Voilà. Et ouais, c'est vrai qu'elle aurait dit, je crois, à votre père que peut-être qu'un jour il trouverait beaucoup plus d'argent que pourrait en dépenser jusqu'à la fin de sa vie. Voilà. La phrase est exacte. C'est exactement, oui, parce que mon père a eu quelques difficultés financières, étant donné ici la pauvreté des terres, il n'a pas pu continuer à vivre sur la propriété. Donc il a fait un essai au Maroc pour créer une chapellerie. Ça n'a pas marché, il est revenu. Et donc quand Marie l'a vu aussi triste, elle lui disait « Mon bon Noël, ne vous faites pas de soucis, un jour vous serez riche, très riche. » Voilà. Ah oui. Voilà. Et alors Et alors, on pensait qu'elle était liée par un secret, c'est ce que je pense toujours, avec la Bessonnière, de façon à ne lui dire que ce qu'elle savait que peut-être au moment de sa mort. D'accord. Alors, on va donner une dernière fois à Laura le micro, parce que parlons justement de cette période. Comment vous l'avez vécu, vous? Comment vous l'avez interprété? C'est-à-dire entre la mort de la Bessonnière et la rencontre avec Noël Corbu. Qu'est-ce qu'elle fait, Marie-Dèle Arnaud, alors, dans le livre de... Ce n'est pas traité dans la... Vous l'avez zappé, ça? Il y a eu un, parce qu'il y avait pas un vieillissement, mais ce ouais. n'est pas traité... Qu'est-ce que vous gardez, dernière question, qu'est-ce que vous gardez, vous, en tête de ce personnage que vous avez incarné quand même? 6 épisodes de 52 minutes, c'est des mois de tournage, non, quand même? Donc vous avez vécu avec cette femme pendant... Et plus encore, parce qu'en fait, déjà, il y a eu les répétitions, c'est beaucoup vu avant. C'est plus d'un an de ma vie. Puis là, ce personnage est revenu grâce à Fanny. Qu'est-ce que vous retenez, alors, vous, de ce personnage? Dans ma tête, je retiens un grand respect pour le parcours de cette femme qui a tenu dignement sa parole et son sentiment. Voilà, et qui n'a jamais parlé, quoi. Donc, et qui a été fidèle jusqu'au bout à son amour, en tout cas à son lien. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Je vous remercie beaucoup. Et je rappelle que demain, on pourra voir, donc, Laurent pourra vous voir avec Jean-François Balmer, bien sûr, dans le rôle de la Bessonnière, dans je sais pas comment on peut dire, c'est pas un best-of, c'est un montage, paraît-il très... Ah non, c'est un épisode. C'est le deuxième épisode, pardon. J'ai des idées fixes comme ça, j'étais persuadé. Moi aussi, je pensais que c'était un montage. La fiabilité du témoignage humain. Moi, je méfiais. Ce qui est vrai du faux. Donc, épisode numéro 2, demain, à découvrir ici. D'accord. Oui. Alors, merci beaucoup, Laura Favalier. Merci infiniment. Et j'ai demandé à Georges Combe de venir nous rester parce qu'on va parler de... Georges Combe va s'installer là-bas. C'est-à-dire, vous lui passez votre... Ah ben voilà, on peut l'équiper. Équiper Georges Combe. Non, mais ça va. Ça va? Oui, ça va très bien. Oui, juste un mot pour dire comment vous situez-vous dans toute cette histoire, parce qu'on va parler de la mort de la Bessonnière jusqu'à cette rencontre avec Noël Corbu, et on reparlera après alors du côté communication dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire l'hôtel-restaurant et puis la légende du curé au milliard. Vous, qu'est-ce que vous avez ajouté éventuellement à ce qu'on a dit, à ce qui se passe en 17, quoi? Par rapport à ce qui se passe en 17, ben déjà 17. Oui, on est en pleine guerre mondiale, évidemment. Bien. Et surtout, pourquoi j'ai fait ce film du Trésor au vertige? Un peu par hasard, parce que je visitais les châteaux cathares, ce qui n'est pas non plus un hasard. Et je suis passé à Cuisa, et j'ai vu Rennes-le-Château, comme tout le monde, je connaissais vaguement cette histoire, mais sans plus. Et en arrivant à Rennes-le-Château, j'ai eu un choc devant le paysage. Je me suis dit, c'est un décor de film formidable. Et puis, après, il y a le domaine de la Bessonnière. C'est un décor, là aussi, un décor à taille humaine et non plus naturel, d'un film. Et je me suis dit, mais alors, qui raconte cette histoire de la Bessonnière? Et ce qu'elle raconte,
à mon sens, c'est un film. Alors qu'est-ce qu'un film ? Un film, c'est quelque Pour chose... vous, Sonia, c'est un personnage, quoi. C'est un héros de film. Il n'y a qu'à voir sa photo, il est beau quand même. Et le... Il n'a pas fait exprès. Voilà. Et qu'est-ce qu'un film? C'est justement montrer quelque chose qui n'existe pas, puisque c'est un film, mais on croit que ça existe, puisque quand on voit le film, il vaut mieux qu'on croit au personnage et à ce qu'on voit plutôt que Mais de vous pas vous y êtes croire. intéressé, vous, pour faire votre film, à la Bessonnière, donc. Bien sûr. Au personnage, qu'est-ce que vous retenez de ce personnage? Parce que je voudrais qu'on reste dans... On est en train de faire le procès de la Bessonnière, donc c'est vrai que vous avez eu un regard original sur l'histoire. Non, non, c'est aussi le regard de l'abbé Saunière lui-même. C'est-à-dire qu'il s'est mis en scène. Il a mis en scène sa demeure, il a mis en scène sa vie. Et pourquoi? Parce qu'il a eu conscience, à mon avis, qu'il se raccrochait au troisième élément de cette histoire. Je vous disais, décor fait par Saunière et Saunière lui-même, la nature, et puis aussi tout un cursus, tout un corpus historique qui est ici, et dont Saunière a forcément, avec Théodore Rocher, tout ça, etc., a forcément eu connaissance. Donc, ce qui m'a frappé, et c'est pour ça que j'ai fait ce film, c'est que j'ai voulu montrer un mythe en train de se créer, en train de se faire, en direct. Comme on a fait les chansons du Graal au Moyen-Âge, etc., où un mythe s'est créé en direct. Et bien aujourd'hui, c'est un mythe moderne, une mythologie moderne, avec tous les personnages sont là. Marie Desnarnaud, il fallait une femme, elle est là, elle est bien. Saunière, il est là, il est beau. Un double, qui est Alfred, son frère, c'est bizarre, il y a un double. Un crime, Gélis. Un intellectuel un peu farfelu, un peu bizarre, l'abbé Boudet, dont on n'a pas encore parlé. Une montagne magique, le Bugarache. Et alors tout ça, ça crée un ensemble qui nous fait une fille. Alors, je voudrais juste... allez-y. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Saunière, par le lieu où il était, par ce qu'il a fait, a touché à ce qu'on appelle les archétypes. Qu'est-ce qu'un archétype? C'est ce qui nous permet d'être en relation entre le quotidien et au-dessus, ce que un philosophe comme Henri Corbin appelle le monde imaginal. C'est à la fois vrai et à la fois pas vrai. Et Saunière, c'est à la fois vrai, parce qu'il existe, c'est incontestable. Les archétypes, et en même temps, il n'est pas vrai. Et alors... Attendez juste un mot comme ça. Non, mais vous dites dans la conversation. Un archétype, c'est ce qui pourrait expliquer, par exemple, que quelqu'un, vous, moi, ou quelqu'un qui est dans cette salle cette nuit, fasse un grand rêve, comme on appelle un fondateur, et nous fasse un magnifique rêve qui remonte, dont on peut retrouver l'équivalent dans un mythe grec de 600 ans avant notre ère. On est d'accord. Je vais vous donner deux exemples. Oui, voilà. Très bien. Deux exemples. Soyons concrets. Deux exemples précis. Le premier, très simple, tout le monde connaît, le comte de Monte Cristo. Ça a donné lieu à des films, etc. Là aussi. Ça n'existe pas, le comte de Monte Cristo et le Mont Dantès n'a jamais existé. Mais le château d'If, ça existe. Et c'est une histoire qui raconte quoi, le comte de Monte Cristo? C'est un homme qui s'appelle Dantès, il y a un rapport donc avec Dante, avec l'enfer de Dante, et avec le diable, le fameux diable, qui rencontre un curé. Saunière, il a existé. Oui, mais qui rencontre un curé, qui lui dit, je connais un trésor caché sur une île, tiens, et cette île, elle s'appelle Monte Cristo, alors la tombeau du Christ arrive en courant, et etc. Oui, le truc se met. Deuxième exemple, deuxième exemple, quand même, c'est Jules Verne. Il raconte, tout le monde, enfin certains connaissent l'histoire, Clovis d'Ardentor, Clovis de l'or ardent, n'est-ce pas? Et il y a un héros qui s'appelle le capitaine Bugarache. Tiens. Et ce Clovis d'Ardentor fait une promenade en Méditerranée, et il va faire escale à Majorque. Ça n'a aucun rapport avec l'intrigue du roman. Et que dit Jules Verne? Ça c'est intéressant. Il dit... Il s'arrête à Majorque pour aller faire un pèlerinage à la Chartreuse de Valdemouza, où George Sand et Chopin ont séjourné quelque temps, et où George Sand a écrit un roman qui s'appelle Spiridion. J'ai eu la curiosité d'aller lire Spiridion, parce que Jules Verne, avec son capitaine Bugarache, allait me mettre sur une voie quelconque. Et Spiridion, c'est quoi? C'est l'histoire d'un curé, dans un monastère, qui un jour d'insomnie, on est dans l'insomnie, le rêve, se lève, va dans son église, déterre, ouvre les dalles de l'église, découvre un souterrain, descend, et là, il voit une cave où il y a un cercueil, et dans le cercueil, il y a le Christ, et des diables qui essayent de tuer le Christ.
Voilà le cauchemar. On est un peu déjà dans le Da Vinci Code. Hein, on y arrive. D'accord. Et on est bien avant Saunière. Oui, oui. Hein, on est en 1830. Oui. D'accord. Voilà. Alors, de toute façon, on va parler d'histoire. Donc on est en cinéma. On va parler de l'histoire aussi, du cadre historique et de ce que représentait Rennes le Château dans l'histoire, avec Charlie Sanson dans un instant, qui va venir nous rejoindre. Qu'est-ce que vous pouvez ajouter sur l'abbé Boudet, d'un mot? Ah ben l'abbé Boudet, pour que notre connaissance du contexte soit complète. Eh ben il manquait le farfelu, le fou, au sens étymologique, au sens médiéval du terme. Oui. Il manquait le fou dans cette histoire. C'est Boudet qui nous raconte la vraie langue celtique, le cromlech de Rennes-les-Bains, etc. Son fameux livre peut-être codé, etc. Mais son rapport avec Saunière, alors il est très proche de Saunière quand même, son copain. Vous savez. J'en sais rien si sont si proches que ça. Ça arrangerait bien certaines choses, mais bon, j'en sais rien. Alors, ils se connaissent, c'est sûr. Merci de votre intervention. De rien. Je termine avec Claire, et après on va demander à Charlie Sanson et à Gino Sandry de venir nous rejoindre. Alors, non, juste Claire maintenant, donc en fait votre père va finir par acheter cette villa qu'il va transformer en hôtel-restaurant. Alors, dites-moi simplement, pour vous, comment il intervient dans cette histoire de Rennes-le-Château, votre père? Alors, est-ce qu'il invente quelque chose? Il n'invente pas. Il dit ce que les gens le lui ont dit. C'est-à-dire, quand il parle de Blanche de Castille, c'est quelqu'un qui le lui a dit. Et nous avons rencontré des personnes beaucoup plus âgées que nous. Et à cette époque-là, on parlait du trésor de Blanche de Castille, c'est tout. En disant, le trésor que Saunière a trouvé, c'est le trésor de Blanche de Castille. D'après ce qu'on racontait à mon père, qui lui-même l'a raconté après. Et cette thèse était étayée par un bracelet avec des pièces... Attendez, là, on peut pas être plusieurs à parler ensemble. Excusez-moi, hein. Pardonnez-moi. Oui. Un bracelet qu'une banquière avait, une banquière de l'époque de Saunière, avec des pièces de l'époque de Blanche de Castille, des pièces d'or. D'accord. Et qui serait provenues que Saunière lui aurait offert. Que Saunière lui aurait offert. Et elle-même, Marie Desnarnaud, alors, parce que vous disiez, elle a été quasiment un membre de la famille, quoi. Non? Pour nous, a cette impression-là, oui. Ah, pour nous, oui, absolument. Ouais. C'était comme une grand-mère, puisque moi j'avais mes deux grand-mères qui avaient le même âge. Ouais. Et donc c'était notre troisième grand-mère. Alors, voilà. Ouais. Et elle nous considérait un peu comme ses petits-enfants. Oui. Et alors, d'elle-même, elle parlait de tout ça ou... Non, elle n'en parlait pas. Elle ne voulait pas en parler. De ce qu'elle avait vécu avec l'abbé Saunière, elle ne voulait pas en parler. Ouais. À part peut-être avec mon père, mais là, il est décédé dans un accident de voiture jeune, disons. Ouais. Et lui-même n'a jamais dit, éventuellement, ce qu'il aurait reçu comme information de cette femme. Et lui-même, il cherchait, votre père, ou pas? Oui, alors, mon père, il cherchait, en particulier, là, on en parlait avec mon mari, avec M. Malaval, qui était un descendant des Agnors, et nous allions même chercher la dalle de Comossourde ensemble. Donc, ce que cherchait mon père, c'est ce que les gens lui disaient. Donc c'était parti de l'oralité, comme a dit Christian. Et il parlait aussi avec des tas de gens qui prenaient des chambres, qui faisaient leurs propres recherches. Donc il ne pouvait pas lui dire... et donc il a ouvert le restaurant après la mort de Marie, bien sûr. On a respecté ses volontés à elle. Et là, il a reçu beaucoup de monde, du monde important, c'est-à-dire Joseph Kessel, il y avait... Qui tous étaient passionnés par l'histoire, et puis c'était des gens de Perpignan, souvent, où nous habitions avant. Qui a été Maurice Leblanc, qui avait écrit l'Aiguille creuse avec des allusions sur Rennes, comme a dit M. Georges Combe. Et donc, mon père a eu l'idée, pour faire venir les gens dans le restaurant, parce qu'à cette époque-là, quand il montait 4 voitures dans la journée, c'était quelque chose, c'était un événement. La route n'était pas goudronnée, c'était 2 fois plus petite que maintenant. Et donc, il a eu l'idée de parler aux personnes qui venaient au restaurant. Et puis, petit à petit, il a fait un enregistrement sur magnétophone. Et voilà, et puis là... Les journaux s'en sont emparés, Match, ici Paris, puis il a fait une émission de télévision, La roue tourne, alors là ça a été connu. Voilà, l'histoire de Rennes a été connue, mais connue avec les bases de l'époque. Voilà. D'accord, il n'a pas construit une deuxième aile
c'est pas étendu, votre père, si ça marchait si bien, oui. Et non, ça marchait pas très bien parce que donc l'hôtellerie et les restaurants n'étaient pas aussi garnis que maintenant. Mais enfin, ça a popularisé l'histoire de Rennes. Absolument. Mais ça lui a pas apporté. Ça ne lui a pas apporté la richesse parce qu'il a créé aussi un atelier d'abat-jour où on fabriquait des abat-jours sur mesure et pour compléter les revenus de l'hôtel-restaurant. C'est pas facile de vivre à Rennes. Hein. Alors, je vous remercie beaucoup. Merci infiniment en tout cas d'avoir donné ce témoignage. Et j'ai demandé à Charlie Sanson et à Gino Sandri de venir me rejoindre, mais j'ai une question pour les... Ah ben voilà, il est déjà là. Vous pouvez changer de... Ça vous ennuie pas, ouais on est là, c'est mieux. Moi j'ai une question aux organisateurs. Vous nous donnez combien de temps là? Est-ce que c'est trop long pour vous? Est-ce qu'on prend le temps pour vous? Pour vous c'est déjà trop long? Oui, oui. Bon. Alors, ça va? Vous fatiguez pas trop? Combien? Allez, petite demi-heure? Allez, une petite demi-heure, on s'offre ça? Vous êtes d'accord? 10 minutes pour monsieur qui s'en ira et 20 minutes de plus pour les autres. Ça sera votre bonus. Voilà. Mais vous êtes autorisé à nous quitter, il n'y a aucun problème. Alors, je voudrais d'abord... Charlie Sanson dire un mot. On va venir avec Gino Sandri sur ce personnage quand même de Pierre Plantard de Saint-Clair, sur le prieuré de Sion, sur toute cette autre, je ne sais pas comment on peut l'appeler d'ailleurs, enfin cette autre... Oui, non, mais nébuleuse, non, je parle pas de nébuleuse, mais encore un éclairage sur l'histoire qui complique. Moi, j'ai l'impression de parler d'une espèce d'histoire en poupée russe, quoi, qui s'emboîtent les unes dans les autres, comme ça, et il y a pas de fin, ça monte au ciel. Mais je voudrais d'abord qu'on parle avec Charlie Sanson de quelque chose qui est essentiel aussi, si on veut comprendre, si on veut essayer d'aller plus loin que l'histoire, j'allais dire, un peu matérielle de cet homme qui a peut-être trouvé un trésor, pas un trésor, etc. C'est que vous avez, je crois, publié 30 livres à peu près, une trentaine de livres, dont un... Sur des sujets très différents. Oui, mais enfin, le grand secret de Rennes-le-Château, c'est vous. Oui, bon. avec Jean Blum. Et cet été, vous sortez les Templiers protecteurs des secrets du Graal et de l'Arche d'Alliance, c'est ça, voilà, bon. Et Venise, le culte du sang, c'est vous aussi, c'est cet été, c'est une nouveauté. Alors, vous êtes, et c'est pour ça que je vous ai demandé d'intervenir, vous êtes aussi, comment dire, quelqu'un qui sait ce qu'était Rennes-le-Château avant Rennes-le-Château, enfin avant Saunière. Que représente, c'est important. Voilà, parce que si c'est important de dire ce que représente cette région et pourquoi on en est susceptible d'y trouver des trésors quand même. Absolument. Alors, racontez-nous. Si on prend Hermès Trismégiste, il vous dit toujours qu'il n'y a pas d'effet sans cause. Alors. Donc c'est des histoires de cause à effet. Oui. Et je crois que dans la région, ici, au pied des Pyrénées, c'est un coin qui a été quand même vraiment fréquenté dans les vicissitudes de l'histoire, par des gens qui venaient du sud et des gens qui venaient du nord. Donc, quand, par exemple, je prends un simple exemple, quand les Visigoths qui avaient pillé Rome, dont tout le trésor qui était sur le temple de Jérusalem, qui parce que les Romains avaient pillé le temple de Jérusalem, ils avaient ils avaient ramené tous ces trésors à Rome, peut-être l'Arche d'Alliance, etc. J'ai vu, j'ai photographié sur l'Arc de Triomphe de Titus à Rome, les soldats romains qui portent quand même le chandelier à 7 branches. D'accord. Donc c'est quand même officialisé. Et les Visigoths, d'un mot, c'est en l'an 8. Mais attendez, on va remettre des petites bandes chronologiques. 4e, 5e siècle, voilà. Donc, le sac de Rome, c'est 800, non? Non, avant. Non, 400. Bien avant. Un truc comme ça, Donc ils ont pillé. Ils ont pillé Rome, ils ont récupéré le trésor dit-on de Titus, et ils sont revenus vers la capitale qui était Toulouse. D'accord. Mais à ce moment-là, leur capitale était Toulouse, les Visigoths, ils avaient une autre capitale qui était Tolède, de l'autre côté. Quand les Francs de Clovis sont venus vers cette région, ils ont repoussé les Visigoths, ils les ont repoussés jusqu'à Carcassonne, où il y a la rue du Trésor, dont les Visigoths se seraient rabattus avec ceux qu'ils avaient pu
récupérés, conservés, et à partir de la montagne d'Alaric, justement, qu'on trouve sur l'autoroute, ils auraient été obligés de franchir les Pyrénées, ils se seraient cachés en allant vers, selon certains historiens, Rédé, Rennes-le-Château, était une place forte des Visigoths. Donc, il est logique qu'ils soient passés par ici. Peut-être ont-ils caché une grande partie du trésor, puisque de l'autre côté, à Tolède, on n'a pas tout retrouvé. Alors, je crois que c'est important, le personnage de la Bessonnière, tout ce qui s'est passé, mais c'est quand même lié à des causes qui se succèdent et qui expliquent que dans la région, il est logique qu'il y ait des trésors. Et on peut ajouter aussi, parce qu'on n'en a pas parlé, c'est qu'il a cherché quelque chose, pas uniquement dans l'église de Rennes-le-Château, qu'il a fait beaucoup, il a disparu il y a des tas de semaines où il était en vadrouille. Là, on retrouve, là, évidemment, il y a des problèmes, comme dit Christian, il y a l'oralité, on ne peut pas toujours faire confiance, mais les écrits non plus, parce qu'il y a des gens qui écrivent ce qui les arrange, dans des périodes troubles. Vous avez une intime occupation, par exemple. Vous avez une intime conviction, vous pensez que Saunière a trouvé peut-être une partie du trésor des Visigoths Pas forcément des Visigoths, il y en a eu d'autres, il y en a beaucoup d'autres. Parce qu'il y a beaucoup de grottes, parce qu'il y a beaucoup de lieux. Il y a eu également des périodes troubles avec, si on regarde l'histoire d'Alais-les-Bains, de Nicolas Pavillon, si on regarde Notre-Dame de Marseille, dont des gens ont dû cacher des trésors dans des périodes troubles. Par exemple, quand Louis XIV a dit il n'y a plus de Pyrénées, etc., ça a créé des va-et-vient incessants. Il y a eu également la période de la Révolution, où des gens ont caché des trésors. Et puis, si on va moins loin, les 2 dernières guerres mondiales qu'il y a eu, vous avez des gens qui quittaient leur lieu de vie, parce qu'il fallait se protéger, et qui enterraient tout ce qu'ils avaient de précieux. Donc des trésors dans la région, avec les vicissitudes de l'histoire, ce serait extraordinairement curieux qu'il n'y en ait pas. Alors là, on revient à Saunière, c'était quand même pas n'importe qui. Je pense que c'était un érudit. Il a prouvé avec son côté artistique qu'il connaissait vraiment et la région et l'histoire. Et je pense que là, il y a peut-être une idée à fouiller sur les vicissitudes de l'histoire par rapport à Rennes-le-Château. Bon. Alors, écoutez, je vous remercie. Mais merci en tout cas dans cette précision, parce que ça veut dire que Rennes-le-Château aussi, on a raison d'en parler en dehors de l'histoire purement de la Bessonnière. Voilà. Merci infiniment. Merci beaucoup. Alors, Gino Sandri, prenez le micro. Vous êtes un de mes derniers experts. Il faut qu'on parle à la fois. Alors, la tâche, votre mission, si vous l'acceptez, elle va être lourde. Il faut qu'on parle. Non, parce qu'on a dit on veut balayer quand même l'histoire de Rennes-le-Château. Il faut parler un peu de Gérard de Sède, parce que je crois savoir que, mais vous allez je parle sous votre contrôle, que Pierre Plantard de Saint-Clair a peut-être alimenté en information, ou en partie d'information, Gérard de Sède, et en partie responsable finalement peut-être du grand succès qu'a eu ce livre qui a popularisé Rennes-le-Château partout en France. Puis après, il faut me parler du prieuré de Sion, il faut parler de cette autre histoire. Est-ce que Jésus ne serait pas mort sur la croix, aurait débarqué avec Marie-Madeleine? On le dit beaucoup au Sainte-Marie de la Mer, où il y a la légende de la Vierge Noire. Est-ce qu'il n'aurait pas continué son chemin jusqu'ici, où il aurait fait souche? Est-ce que Jésus n'avait pas un frère jumeau? Enfin bon, etc. Bon. Et puis, et tous ces gens seraient devenus les premiers rois mérovingiens. Je fais un peu exprès de vous dire comme ça, parce que c'est vrai que quand on plonge là-dedans, on devient fou, quoi. Parce que à chaque fois qu'on se dit bon, il y avait un trésor, puis après non, il n'y avait pas de trésor. Ah oui, mais ça peut-être les Visigoths. Ah oui, mais alors c'était peut-être le trafic de masse. Puis finalement on arrive et on dit oui, mais il y avait un grand secret et la Bessonnière l'a découvert. Alors vous mettez tout ça sur les genoux, expliquez, essayez de nous mettre de la cohérence là-dedans pour nous dire, s'il vous plaît, toute cette partie moderne de l'histoire. C'est l'histoire de la Bessonnière sans la Bessonnière finalement. Et tout ça en combien de temps? Allez-y. Écoutez, allez. Un petit 10 minutes, 10 minutes, allez, 10 minutes, on va vous dire, parce qu'après, je vous ai, oui, 10 minutes, c'est bon pour vous? Ouais. Hein? Il s'en va dans 10 minutes? Non, il veut plus de fait, moi.
Ah, vous voulez parler? Ah, vous voulez parler? D'accord. Ah ben, alors, si ça résume tout, on fait... Bon, on écoute ce que dit Gino, et puis après, d'accord, ça marche. Il va falloir 10 minutes de patience encore. Ça va faire 20. Alors, allez-y. Premier point, Gérard de Sède. Oui. Bon, bien sûr, collaboration Gérard de Sède, Pierre Plantard, c'est tout à fait exact. Alors, il y a eu un concours de circonstances dans la vie de Gérard de Sède, dans sa vie professionnelle. Et à un certain moment, il a rencontré Pierre Plantard par le biais de l'affaire de Gisors. Lorsque Gérard de Sède a côtoyé Roger Laumois, Roger Laumois lui a suggéré un certain nombre de choses. Gérard de Sède en a fait un très bel article. Oui. Parce qu'il y aurait eu un trésor dans le à château. Gisors, alors là, ça nous emmènerait encore... non, mais... en fait, Roger Laumois raconte une histoire mystérieuse. Bon. Il entend et ça parler intéresse de trésor, Sède. il trouve une chapelle souterraine. Oui, dit-il. C'est très important. On n'y était pas. Voilà. Bon. Mais ça intéresse de Sède. Ça intéresse de Sède qui fait un article. Il fait même faire un dessin de la fameuse chapelle souterraine. Et cet article a du succès. Oui. Il entre en rapport avec Pierre Plantard. Pourquoi? Qui est Pierre Plantard à cette époque? À l'époque, Pierre Plantard est dessinateur industriel à Annemasse. Il fréquente aussi il a certaines relations, on va dire, diplomatiques. Oui. Il a des collaborations en Suisse. Sur des questions, on va dire, archéologiques. Il y a eu des collaborations aussi au moment de la guerre, non? Ça, c'est un autre sujet. C'est le mot qui me... Je ne sais pas, mais enfin bon. Mais vous savez, un certain François Mitterrand a dit jeune homme, vous ne savez pas de quoi vous parlez. Bon, d'accord. Alors, en tout cas, mais Plantard, c'est quoi? C'est un aristocrate? D'où vient-il, cet homme-là? Alors, je ne sais pas si... Vous avez été son secrétaire, quand même? J'ai été très proche de lui, oui, j'ai travaillé avec lui, oui. Donc, vous le connaissez très bien connu. Alors, le côté aristocrate chez Pierre Plantard, existait-il ou n'existait-il pas, ça ne le préoccupait pas. Il a de l'argent, il est aisé dans la vie. Pas tellement. Pas tellement. Il est intéressé par toutes les choses un peu ésotériques. Et il est intéressé par les choses ésotériques, on va dire, dans l'occulte. Il a eu un certain nombre de relations dans ce domaine. Déjà dans les années 30, hein, ça remonte. Alors déjà dans les années 30, dans les années 40 et dans les années 50, il avait 2 correspondants en la matière dans la région. D'accord. Très proche d'ici. D'accord. Mais il n'a jamais parlé à cette époque-là de Rennes-le-Château spécialement. Et le prieuré de Sion. Alors lui, il n'en parlait pas, il n'en a pas parlé. Il commence à parler du prieuré de Sion, il évoque, sans le dire, Rennes-le-Château, justement, dans le dossier sur l'affaire de Gisors. D'accord. Et après ça, alors, ils se connaissent avec Gérard de Sède? Alors ils se connaissent, ils sympathisent. Et il lui donne des infos? Il lui donne un dossier. Pierre Plantard lui remet un dossier. L'histoire des manuscrits, c'est là que ça commence? Alors, l'histoire des manuscrits commence en même temps. C'est-à-dire que Pierre Plantard remet un gros dossier à Gérard de Sède. Oui. Et Gérard de Sède lui aurait répondu « Ou avec ça, on peut faire au moins 3 livres. Donc, il en garde pour le tome 2. Dans la foulée, Gisors et l'Or de Rennes sont faits quasi simultanément. D'accord. Un certain nombre de choses apparaissent. Alors, ce qui vient compliquer la question, c'est que Gérard de Sède, je ne parle pas de Gisors, Gérard de Sède rédige l'Or de Rennes, qui est composé. Gérard de Sède a un talent extraordinaire que reconnaissait Pierre Plantard. D'ailleurs, il en parlait toujours, même à la fin de sa vie. Et Gérard de Sède, après avoir rédigé ce livre qui n'est pas encore publié, vient ici. Et là, il a un certain nombre de contacts. Et il a l'idée d'ajouter un certain nombre de choses dans son livre qui n'étaient pas prévues. D'accord. Voilà. Et en même temps, ça s'est passé à Paris. Il a reçu copie des fameux manuscrits auxquels vous faites allusion, des manuscrits cryptés. Oui, qu'on n'a jamais retrouvé, c'est ni la copie ni l'original. Enfin, la copie ici, il a publié Gérard de Sède. Alors Gérard de Sède les originaux, on ne sait pas où ils sont, quoi. C'est un peu comme la chapelle souterraine. Alors les originaux de ces manuscrits, la dernière fois que j'en ai entendu parler, c'était en Seine-et-Marne. C'était quelqu'un qui habite en Seine-et-Marne qui les détenait. Et qui dirait que il les tenait d'un membre de sa famille. Ah oui, et qui les détiendrait aujourd'hui. Oui, puisque ces manuscrits ont été en fait copiés à Paris. Oui, alors c'est le fameux voyage
supposé de l'abbé Saunière. Alors là, si vous le permettez, on va considérer que Gérard de Sède écrit un roman. D'accord. Appelons ça un roman initiatique. Oui. Bon. Si vous regardez d'ailleurs la fameuse légende, l'abbé Saunière fait des travaux dans l'église, trouve des manuscrits cryptés. Le décryptage de ces manuscrits, en passant par un tombeau d'ailleurs, va le mener au trésor, c'est une légende. Typiquement rosicrucienne. D'accord. Si on ajoute que ça aurait pu se passer en 1888... Gélis, c'est-à-dire qu'on l'a pas dit tout à l'heure, il était rosicrucien, le malheureux curé qui a été assassiné en 1897. Ça, je ne saurais l'affirmer. Si, je vous l'affirme, moi. Je ne peux pas vous affirmer grand-chose dans l'histoire de Rennes-le-Château, mais je peux vous assurer qu'on peut le voir encore, la Rose-Croix sur sa tombe, oui. Enfin, j'ai vu une photo, j'espère qu'elle n'est pas fausse. Bon. Alors, pour en revenir à ça, donc vous avez le roman. Oui. Par contre, on peut peut-être voir les choses sous un autre angle. Oui. L'abbé Saunière a fait ses travaux dans l'église, a trouvé des objets. Il a peut-être trouvé des parchemins, au sens strict du terme. Oui. Les manuscrits cryptés, à ma connaissance, ne sont pas des parchemins. D'accord. Il trouve des parchemins d'une autre nature. On y a fait allusion dans certains écrits qui précèdent le livre Gérard de Sède. Oui. Mais il aurait pu monnayer ces... parce que après, transformer tout ça en argent. Oui, exactement. Oui. Exactement. Alors, bon, pour vous, et le prieuré de Sion, alors, ça c'est la construction intellectuelle de Pierre Plantard. Alors, ou c'est une réalité, parce qu'on a du mal à croire ce truc. Non, il y a une réalité. Alors qu'on fasse les une construction. Ligne directe de Jésus qui serait pas mort sur la croix. Alors, entendons-nous bien, Pierre Plantard, les Mérovingiens et Jésus. Oui, c'est son roman. C'est pas lui d'ailleurs qui l'a bâti. Oui, mais enfin il l'a. C'est pas lui, c'est qui? L'histoire. Alors, l'histoire des généalogies mérovingiennes, c'est un sujet, c'est un vrai sujet. Mais lui, il disait bien qu'il était le dernier descendant des Mérovingiens. Sauf qu'il ne me le disait pas à moi. Il me disait tout autre chose. D'accord. Voilà, en privé, il disait autre chose. D'un mot, votre regard sur toute cette affaire, avant de passer la parole à monsieur qui va tout nous dire et après on aura... Alors, mon regard, d'un mot, je crois vous l'avoir suggéré, sur cet aspect. D'abord, comme disait Plantard, il y a quand même plusieurs affaires qui viennent se superposer, s'interpénétrer. Et sur l'affaire des parchemins, il est tout à fait possible, voire probable, qu'on ait trouvé ces parchemins avec des généalogies mérovingiennes, sauf qu'elles n'aboutissaient pas à la famille Plantard. Ah, voilà. Bon, écoutez, merci beaucoup, merci infiniment. Alors, on va donner le micro. Non, je vous donne la parole et après on va terminer. Attendez, non, ça va pas clore tout. Attendez, je vous dis. Après, non, mais prenez ça parce qu'on va pas vous entendre, monsieur. On va pas. Ah oui, non, mais restez assis, on vous entend. C'est bien. Non, vous voulez vous lever, d'accord. Et après, simplement, moi, ce que je voulais dire, c'est qu'après, avec Urban, voilà. Et après, avec Urban Stuart, que j'ai vu réagir quand on a parlé de ce que représentait Rennes-le-Château d'une manière générale, au-delà de l'histoire de l'abbé Saunière. Mais attendez 2 secondes, là, c'est pressé. Je vais tout de suite, je vous donne la parole tout de suite. Je suis en train de dire qu'après vous, parce que vous dites, moi je vais clore le truc, il n'y aura plus rien à dire. Je vous dis qu'il y aura un truc à dire après, et qu'on va le dire avec Urban Stuart. Voilà. Mais maintenant c'est fait, allez-y, on vous écoute. Le micro. Allez. Bon, allô, vous m'entendez? D'accord. Ne vous faites pas de soucis, je ne suis pas le fou du village. Mais je vais vous parler de quelque chose qui vous intéresse. D'ailleurs, vous êtes venu ici pour écouter l'histoire du curé. Alors moi... Merci, monsieur. Oui, je vous suis à vos émissions. Je me suis dit, pour une fois qu'il y a quelqu'un qui comprendra quelque chose au curé, je viens vous voir. Bon. Parce que depuis des années, j'habite Couza. Je suis natif de Couza. Et j'ai vécu longtemps à Couza. J'ai visité le monde, mais je ne suis pas un fou, on me connaît beaucoup. J'entends, depuis que j'ai quitté l'armée, que je suis venu me reposer chez moi, je viens écouter. Je venais écouter, je viens toujours écouter les rencontres qui ont lieu à Rennes-le-Château.
Mais alors, j'entends de tout, hein. Depuis les Romains, les Carolingiens, les Phéniciens, les Artésiens, il y a de tout. Alors dites-nous plutôt ce que voilà. vous voulez apporter comme pierre à notre édifice. Je vais vous le dire. Oui. Voilà. L'abbé Saunière, avec l'abbé Baudet, on trouvait un gros trésor. D'accord. Écoutez-moi bien, là, on y est là, hein. Mais il est allé prévenir l'abbé Gélis et l'abbé de Saint-Just-et-le-Vésu. C'est pour ça que quand vous vous promenez, vous allez dans la forêt et vous arrivez à la fontaine des 4 curés. C'est là que les curés se réunissaient pour se partager ce qu'ils avaient trouvé. D'accord. D'accord. Alors, vous comprenez, monsieur Pradel, vous comprenez très bien que ces curés, avec tout ce qu'ils avaient devant eux, l'abbé Gélis en a pris, l'abbé de Saint-Just, je ne me rappelle pas le nom, l'abbé Baudet en a pris, et l'abbé Seigné, évidemment, a eu son bien. Et il l'a caché. Il l'a caché. Je ne vous dirai pas l'endroit. Alors, je ne vous dirai pas l'endroit. Je ne vois parce que les vieux, quand ils m'ont raconté l'histoire, me disaient petite, sur Renon-le-Castel, il y a cause che cal pas dire. Ça veut dire petit sur Renon-le-Château, il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Alors, j'en reviens. La Bessonnière... Alors, n'allez pas trop loin, surtout. Non, vous allez voir, ça sera vite fait. La Bessonnière, avec tout c'était des sautoirs, c'était beaucoup de... Il y avait une famille dont on ne parle jamais, c'est la famille Faure. C'était un maquignon. Vous savez tout ce que c'est qu'un maquignon? Ah oui, on sait. Allez-y. Allez au fait parce qu'on est vraiment en train de terminer là. C'est plus intéressant ce que je dis que ce que vous avez dit. Allez-y. Alors, c'est lui, c'était un maquignon qui négociait le trésor qu'avait l'abbé Saunière et l'abbé Boutet, toute l'équipe là. Il partait en train, il le ramenait d'Allemagne, de Prusse, je pense, en tout cas. Il revenait par le train dans des... comment ça s'appelle, en paille, comme ça se passait. Il revenait avec des louis d'or. Alors mon grand-père a travaillé avec le frère de l'abbé Saunière. Et l'oncle il était tailleur de pierre et il travaillait ici à Rennes-le-Château avec monsieur le curé. Mais monsieur le curé avait besoin de pierre. Et c'était les paysans d'ici avec les chevaux et les bœufs qui allaient dans le... ça s'appelle... des bases qui s'appellent... Cigalières. Ah oui, ça s'appelle les cigalières. Vous allez un peu plus bas. Vous verrez qu'il y a un peu plus bas une vallée. Et c'est là qu'il prenait la pierre, il la remontait sur des traîneaux, sur des chariots, comme c'était des tombereaux avant. Et l'abbé Saunière leur donnait un louis d'or, voilà. Il était généreux. Bon. Et il travaillait vite fait. Finalement, alors, pour résumer, non, excusez-moi. Non, je suis désolé, je suis derrière vous, je parle. Non mais, juste pour... Résumer. Pardonnez-moi. C'est plus intéressant que ça. C'est là maintenant, j'ai pas entendu. Alors, l'abbé Saunière. Ce qu'il dit est très intéressant. J'ai pas dit que c'était pas intéressant. Alors, je laisse les clés, vous fermez la lumière. Alors, l'abbé Saunière, qui était un homme très bien, évidemment. Sa bonne, c'était Marie, qui était une cousine. Vous voyez, on était tous parents là-dedans, vous savez. Quand l'évêché a compris qu'il a demandé d'où venait l'argent, l'abbé Saunière, évidemment, n'a pas voulu lui dire. Et alors là, on l'a excommunié. Et il a construit la petite chapelle là, qui est à côté, mais qui n'était pas la même chapelle que j'ai connue moi tout petit, parce que quand on venait à Rennes-le-Château, on rentrait dans un autre domaine. L'odeur n'était pas la même, les pierres n'étaient pas la même, tous les foyers marchaient. J'ai connu ça, ça m'a beaucoup intéressé. Et l'abbé Saunière, lui, une fois qu'il a été excommunié, comme c'était un bel homme, il faisait un petit peu la nouba, à droite et à gauche. Et croyez-moi que l'abbé, avec les gens qui venaient, il en venait de belles pistoises, hein, d'un peu partout. De belles pistoises qui venaient. Non, mais alors, quand même, j'ai demandé à mon pépé,
il est mort à 98 ans. Je dis quand même, Pépé, toi, qui travaillait, mais oui, il y en a bien pas toi, il y en a bien m'amusant. Les soirs de temps en temps, enfin, le soir de temps en temps, il faisait un repas. Et alors, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait des filles, il y avait des filles qui venaient. Nous autres, on n'en avait jamais vu, des filles comme ça, jeunes, habituées à leurs femmes, grosses comme ça, avec des noirs. Ils étaient espantés. Je vous blague. Alors, le Pépé, alors je le suis quand même, raconte-moi un peu plus les histoires quand même. Je suis grand maintenant, tu peux me l'expliquer. Il me dit, écoute, maniaque, t'es bon, je vais te maniaque, je te dirai un peu quelque chose. Mais tu sais, c'était difficile, parce que nous, ces filles qui nous étaient, là c'est la fille, on était 4 là, son frère, son cousin, les gars qui travaillaient avec lui. Alors, il avait ses filles, il se les troussait un peu, mais c'était difficile. Bon, alors, attendez, excusez-moi. Mais moi, je vous dis ce qui les intéresse, vous voulez le savoir, ça? Non, mais... Bon, maintenant, attendez, d'abord, non, s'il vous plaît, excusez-moi, parce qu'on est vraiment quand même tenu par le temps qu'il y a encore quelqu'un. Je retiens... Beaucoup, parce que ça valait le coup, le reste. Bon. Non, mais ça valait le coup, d'abord, bravo, et merci infiniment. Et je termine juste la phrase avant que madame m'interrompe tout à l'heure, ce que je commençais à dire en résumé. Ce monsieur est en train de nous donner des arguments pour le trésor réel, concret, matériel qu'aurait trouvé l'abbé Saunière et les curés, les 4 curés, voilà. Et ça s'appelle comment? La fontaine des 4 curés, hein, c'est ça? La fontaine des 4 curés, Oui, attention, parce qu'après on ne pourra plus aller à la fontaine des 4 curés. En tout cas, merci encore. Bravo, monsieur. Merci infiniment. Bon. Je n'ai pas reconnu le curé, parce que ça valait le coup, là. Bon, alors, écoutez. Ouais. Voilà. Alors maintenant, nous allons... Excusez-moi, monsieur, s'il vous plaît. Soyez gentil. Ouais. Non, il voulait partir, mais bon. On va terminer en quelques mots. Il y a le micro, tenez, est-ce qu'on peut récupérer le micro? Il va nous servir encore, merci. Le micro. Oui, ah ben voilà, très bien. Voilà, je donne le micro à Urban Stuart. Alors, donc c'est notre hôte aussi, on l'a dit tout à l'heure, il est venu de Londres spécialement pour cet événement. Et puis demain, et je pèse mes mots parce que personnellement je n'ai pas vu le film, mais j'ai beaucoup lu de ce qui a été écrit sur la diffusion de ce film, et Geoffroy Thibault, qui est aussi comédien comme Fanny Bastien, m'ont confirmé que ce film est considéré comme un film culte. Il s'appelle La Révélation, et je vais vous demander en quelques mots, Urban, pourquoi vous en êtes arrivé à consacrer dans ce film qui parle de façon beaucoup plus générale d'autres mystères qui sont comparables mais qui sont autres que ceux de Rennes-le-Château. Vous êtes venu tourner ici à Rennes-le-Château, c'était combien de temps? Il y a 17 ans, hein, je crois. 17 ans, oui. Ouais. Alors racontez-moi l'histoire de ce film La Révélation. Oui, alors ce film, on a tourné un peu avant que Da Vinci Code est publié. Et pour nous, mes collègues et pour moi, c'était une aventure dans le cinéma fantastique, mais inspirée par des légendes, par la vraie histoire. Et moi, comme historien, j'étais historien à Oxford, et mon professeur là était Maurice Keane, un grand expert des Templiers, des ordres militaires, le chevalerie, l'amour courtois. Par exemple, quand il a fait le retrait, il parlait à l'université, ses derniers mots, une demi-heure en latin, qu'on a dû entendre et pas comprendre. Mais non, c'était comme ça de l'histoire qui est venu le film. Et pourquoi Rennes-le-Château? Parce que pour moi, c'était le lien entre plusieurs légendes de la région, de la France et même de l'Europe et de l'histoire venant les légendes, les mythes de Christo et de Marie-Madeleine et le Tour Magdala, les Templiers, que peut-être avaient... Bien sûr, il y avait beaucoup de bases ici, de richesses, des forts
des châteaux. Et pour moi, c'était un unique endroit qu'on pouvait ramasser tout et faire quelques scènes dans le film. Le film s'agit d'une chasse pour un reliquaire. Et parlons d'un trésor, la plupart des trésors en histoire, ils sont disparus, comme ici, ou l'arc de Corrinan. Et là c'était une étape de leur chasse qui était très, très cinématique pour moi, l'endroit, après avoir visité. Et j'ai choisi de tourner ici le film. Et les intérieurs du Tour Magdala, pour ceux qui intéressent, comme on a fait, mais on a tourné à Londres, Pinewood Studios, mais on a construit dedans à Londres. Mais l'extérieur aussi, on a fait ici. Et la révélation, quand on parle de révélation, c'est la révélation d'un grand secret, évidemment. Oui. Et ce secret tourne autour de la quête de vos personnages, en fait. Oui, c'est pour ça on doit voir le film. Oui, on n'en dit pas plus. On est d'accord. Je vous remercie beaucoup. Merci infiniment. Et merci. Et merci pour l'invitation. Merci Hubert. Demain, tu peux donner peut-être l'horaire. Et je voudrais juste avant que vous partiez, il y a une petite surprise. Oui, non, mais moi j'ai une autre surprise. J'adore les surprises. Alors vas-y, c'est Stéphanie là. Non, Stéphanie, elle est guide touristique indépendante, hein, Stéphanie. Par ailleurs, elle travaille aussi avec l'Office du tourisme. Mais en fait, tout ce qu'on raconte là, vous l'évoquez au cours des visites de Rennes-le-Château et vendredi, il va y avoir une visite particulière, je crois. Voilà, tout à fait. Alors vendredi, donc en nocturne à 21h30, la municipalité de Rennes-le-Château nous fait le plaisir de nous offrir les jardins du domaine pour en fait faire une représentation guidée en costume d'époque, donc pour fêter le centenaire du curé. On l'a déjà fait une première fois, on l'a déjà fait plusieurs fois, mais donc une fois donc il y a 15 jours. On va le refaire ce vendredi soir en nocturne et le vendredi 25 août. Donc là, vous serez une dizaine de guides à jouer et à reprendre les rôles de Marie, de Saunière, de Boudet, enfin voilà, tous les personnages de l'époque. Il faut être là à 21h30, donc dans le domaine de la Bessonnière. Voilà. Et on a fait ça, c'est vrai, de façon aussi sur le ton de l'humour pour passer un bon moment. Et voilà, donc... Bon, on vous a rien appris ce soir-là. Non, mais par contre, c'était très intéressant, vous avez fait un bon résumé. Alors, moi je termine, excuse-moi, juste, mais ça c'était mon fantasme à moi. On fait un petit vote à main levée, pas à point levé, à main levée. Simplement, ceux qui pensent que Saunière, comme je le disais au tout début, était un curé de campagne qui est tombé dans une histoire trop grande pour lui et qu'il a été peut-être manipulé dans ses recherches, ou alors est-ce que Saunière était vraiment un personnage qui était attiré par le pouvoir, etc. Alors, qui ici penche pour la première solution, c'est-à-dire un Saunière manipulé et finalement naïf dans cette histoire trop grande pour lui? Personne. Oh là, si quand même. Ah. Deux. Et est-ce que ça veut dire que tous les autres pensent que Saunière était un personnage attiré par le pouvoir, par la gloire, par... Pardonnez-moi. Il y a des abstentions. D'accord. Mais ceux qui pensent que Saunière était... Bon. D'accord, donc mes questions étaient trop simplistes, alors je les retire complètement. La séance est levée. Non, la séance n'est pas levée. Juste une petite surprise avant, et merci Jacques de ce procès. Oui, il y a une petite surprise, parce que Carl Zéro nous offre 4 minutes 26, donc c'est pas long, mais il s'est mis dans la peau de l'abbé Saunière, et je ne sais pas si certains d'entre vous ont eu l'occasion de l'entendre à la radio, dans cette émission qui s'appelle Si j'étais. Il a effectivement écrit un bouquin, il s'est mis dans la peau de plusieurs hommes politiques, de spectacle, et là il s'est prêté au jeu en se mettant dans la peau de l'abbé Saunière. Alors on va le regarder. On le regarde, voilà. On va déménager tout ça. On en a pour 2 minutes. En tout cas, je voulais qu'on applaudisse Monsieur Pradel, Jacques Pradel, pour nous avoir offert ce procès hors du commun et insolite. Et Monsieur Serge Corbert qui est là.
J'avais juste oublié de signaler qu'on avait aussi un réalisateur de cinéma qui a quelques petites centaines de longs métrages, Serge Corbert et son épouse Marie-Claire, qui a monté ses 100 films. Voilà. Serge Corbert. Merci Serge d'avoir eu la gentillesse de venir. Oui. Il y a Clémence et Kevin qui vont faire un spectacle. Oui. Et je vous rappelle qu'après cette petite projection de 5 minutes, il y a 2 personnes qui vont nous faire le plaisir de danser et de chanter sur un thème insolite, sur la Bessonnière, je crois. C'est Fanny qui en sait plus. Voilà, j'ai dit une énormité, elle revient en pas de charge. Bon. Kevin Amiel et Clémence Camus, qui sont 2 jeunes artistes de Toulouse. Kevin est un des plus talentueux ténors de sa génération et Clémence est une danseuse et vont souffler les centenaires de la mort de la Bessonnière en chantant la Mariette Gounod et le danser. Voilà. Bravo, merci à eux deux. On aurait aimé qu'ils continuent, mais voilà. Hein? Très bonne idée. Merci, nous devons cette idée à Dominique Cordier, ici présent.